vous avez cette légitimité chez vous, cabinet, de le faire. Parce que vous les avez déjà, en fait, les clients, soit en compta, en juridique, etc. Et la paye et le RH sont en plus et permettent du coup d'amener aujourd'hui d'autres missions. Parce que de toute manière, la simplicité de la paye, dont on n'arrête pas d'entendre parler, elle n'arrive pas. Parce que la paye est de plus en plus complexe. Et donc, il va falloir aussi qu'on puisse attaquer ce marché. Parce qu'il reste un énorme marché à prendre. Les experts comptables, juste pour votre information, c'est 5 millions de bulletins par mois qui sont aujourd'hui faits en externalisation sur environ 14 millions de bulletins qui sont aujourd'hui produits dans le privé. Mais les experts comptables, vous avez 51% des sirènes en France. Ça veut dire que la moitié des entreprises aujourd'hui font appel à vous pour faire des bulletins de paye. Ça veut dire qu'on a vraiment les petites sociétés qui travaillent avec vous, mais qui a un énorme marché. Et aujourd'hui, chez Silae, nous, on le voit, c'est assez impressionnant. On a une croissance sur le plus de 100 de 20%. On fait un peu plus de 1,6 million de bulletins par mois sur cette base-là. Ok. Donc déjà, ça pose un peu le sujet. Tu peux nous en dire juste en 20 secondes sur la partie simplification. C'est ce que tu dis, c'est une autre des raisons de s'attaquer à la productivité. C'est qu'on ne va pas du tout vers une simplification, malgré ce qu'on peut entendre en termes d'annonce, puisqu'on nous explique tout le temps que le bulletin se simplifie et on a des assises de la simplification. Tu ne partages pas le constat? Ouais, je partage. Bah nous, chez Silae, bon, je prends l'exemple parce que je l'ai en tête, il y a 25 juristes qui s'occupent de ça et on est toujours, tous les ans, on est le numéro 1, vous savez, en bulletin le plus compliqué en France. Chaque année, on gagne ce prix, je ne sais pas si c'est un prix d'ailleurs, du bulletin le plus compliqué du monde. Donc non, il n'y a pas de simplification, il n'y a pas d'aide. Aujourd'hui, il suffit qu'il y ait une nouvelle réglementation, excusez-moi, qui arrive et bah, on va être tous impactés directement. Ok, donc déjà on a des premières raisons de pourquoi s'attaquer à la productivité. Non, non, ouais, oui, c'est bon. Okay. Première raison, parce qu'on n'est pas seul sur le marché quand on est un cabinet, et parce qu'il ne faut pas attendre des gouvernements qui simplifient le métier et qui améliorent naturellement la productivité. Jean-Nicolas, toi, ta réponse à cette question, pourquoi est-ce qu'il faut s'y attaquer, ce que tu disais, c'était que c'était tu avais un angle un peu plus tech, ce qui ne surprendra pas ceux qui te connaissent, qui était de dire il faut le faire parce qu'on peut technologiquement, désormais. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une vision où je pense que la technologie a réellement subi une rupture là, les 5-6 dernières années et qu'aujourd'hui, on est en capacité de construire des offres. Alors, bien évidemment, la tech, elle est en lien avec le marketing. La révolution dans les cabinets au niveau du marketing, moi, je trouve qu'elle a eu lieu dans beaucoup, mais pas dans tous. Ça fait 30 ans que je travaille avec la profession quasiment. Ceux qui l'ont fait, bah, ils ont des offres segmentées par taille de client, typologie, métier, et ils arrivent effectivement avec des offres hétérogènes, c'est-à-dire des solutions adaptées à chaque typologie de client et de besoin. Et c'est là que la technologie joue, puisque vous pouvez faire interopérer tous les outils aujourd'hui sur le marché au travers d'API, au travers de connecteurs. C'est générique chez à peu près tous les éditeurs. Et simplement, il faut faire le travail de le marketer. Et mon constat, puisqu'il faut que le pôle social soit rentable, moi, c'est que la plupart de ceux qui ont fait ce travail ont des pôles sociaux très rentables. Moi, j'ai parmi mes associés et mes clients des gens qui considèrent que leur pôle social est un axe de rentabilité très fort. D'accord. Et sur la partie techno, quand tu disais la techno peut permettre de le faire, des choses qu'avant on ne pouvait pas faire il y a quelques années, c'est ça? C'est l'interopérabilité entre les outils qui permet de dire tiens, pour ma clientèle TPE, je vais mettre tel outil RH en face de mon outil de paye, je vais mettre tel outil de data lake pour construire de la statistique du tableau de bord. Tout ça, on peut le faire interopérer de façon hétérogène, c'est-à-dire vous n'êtes pas forcé de choisir un éditeur et uniquement un éditeur. Vous pouvez choisir un éditeur parce que vous avez une clientèle d'hôtellerie, il y a des outils spécialisés là-dedans. Vous pouvez choisir un éditeur de TPE, un éditeur de PME. Les besoins RH ne sont pas du tout les mêmes. On parle de GPEC, on parle de suivi de formation. Moi aussi, la gorge, elle a du mal. Je suis désolé. Et donc, pour moi, la technologie, elle amène ça. Et puis, effectivement, il n'y a plus de contraintes avec les outils de dernière technologie. Vous prenez n'importe quel ordinateur et vous travaillez sur un navigateur, point barre, sans installer quoi que ce soit. Donc, c'est cette notion d'approche écosystémique qui doit faire la différence. Mais pour ça, il faut amener le marketing et la construction de l'offre, donc la segmentation des clients, enfin, tout ce qui va avec. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une raison de travailler sur la productivité pour le collaborateur, pour le gestionnaire de paye? Oui, en fait, pour le gestionnaire de paye, aujourd'hui, on n'a pas le choix, en réalité, de travailler sur sa productivité, puisque d'un autre côté, on est en train de faire de la collaboration avec les clients. Donc, on demande aux clients à des dates données, on lui demande de responsabilité, donc des fois même de valider les bulletins de paie de son côté. Donc, à partir de là,
le client il va s'attendre à une meilleure réactivité du gestionnaire de paye, à plus de conseils, à une meilleure qualité du livrable. Et si on veut que le gestionnaire de paye puisse faire ce livrable, lui aujourd'hui il a plein de décisions à prendre très rapidement. Donc les variables, ils sont plus envoyés par le client, ils sont saisis. Ça veut dire que c'est instantané. Donc il n'y a plus ce temps de j'ai envoyé le mail, le client il sait qu'il va avoir un temps de traitement. Aujourd'hui, le client s'attend à avoir de la réactivité au niveau du gestionnaire de paye. Et donc, par empathie pour le gestionnaire de paye, le seul choix qu'on a aujourd'hui, c'est d'améliorer sa productivité pour uniquement lui permettre de faire son volume de paye sur un temps plus court pour qu'il puisse faire un peu plus de conseils, un peu plus d'informations, un peu plus de suivi de ses dossiers. Voilà. Ok. Donc déjà, à ce stade-là de la table ronde, la question pourquoi le faire, pourquoi travailler sur la productivité de ce pôle qui peut être rentable, mais pourquoi aller plus loin? On a des raisons qui peuvent parler un peu à tout le monde, je pense. Il y a des raisons, toi tu parlais d'empathie, c'est intéressant, Oui, de confort du collaborateur en quelque sorte. Tout à fait. On a parlé techno, en fait il faut le faire parce qu'on peut le faire désormais, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, mais aussi des questions de concurrence et d'absence de simplification, voire de complexification de la paye. Donc je pense que le pourquoi on le traite. Après la question qui se pose c'est comment on fait. Si on veut avancer sur le sujet de la productivité, par quel bout on prend ça et où est-ce qu'on peut encore gagner du temps, quelle méthode on prend. Laurent, là-dessus, est-ce que tu peux nous donner ta vision de ce sujet sur quelle méthode je mets en place pour démarrer, avec quelle priorité? Aujourd'hui, il y a un gestionnaire de paye, il gère, on va dire, 40 à 50 dossiers qui font entre 7 et 8 bulletins. Donc ça veut dire qu'il a géré multiples conventions tous les jours, parce qu'un dossier, vous savez qu'il peut avoir plusieurs conventions. Donc il faut déjà qu'on puisse répondre à cette demande et que les données soient à jour. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de très important. Après, on parlait du flux tout à l'heure. Il faut savoir améliorer ce flux. Améliorer le flux, c'est ne pas avoir à refaire le bulletin. Parce que, clairement, refaire le bulletin, c'est de la perte de temps. Et qui a la bonne donnée aujourd'hui? C'est le salarié. Parce que le salarié, c'est le seul à savoir s'il a besoin de congés. C'est le seul à savoir s'il veut poser ses congés à ce moment-là. C'est la personne aujourd'hui qui va pouvoir aussi avoir accès à ses bulletins, qui va pouvoir avoir accès à différentes solutions. Et en fait, ça va permettre du coup au chef d'entreprise de ne plus avoir à gérer, vous savez, ces fameuses fiches navettes qu'on a tous vues où il faut poser ses congés, etc. Où le chef d'entreprise, il se prend la tête, il se dit mais tu m'avais pas posé les congés, c'est pas possible. Là maintenant, le chef d'entreprise, il a tout au même endroit. Il a tout. Et du coup, tout ça va permettre au chef d'entreprise de pouvoir gérer cette partie-là et d'autres parties avec ces outils RH qui existent. Et grâce à ça, le gestionnaire de paye, il aura pu à refaire le bulletin à chaque fois parce que excuse-moi, j'avais reçu le SMS de mon salarié, en fait il voulait vraiment ce congé-là. Donc en fait on va améliorer ce flux. Et en améliorant ce flux, ça va faire que toute la chaîne va devenir une vraie chaîne de valeur avec une chaîne de flux qui va être très importante. Attention, je le précise et je vais très attention à ça parce qu'on a essayé et on a vu que c'était très compliqué. Le gestionnaire de paye, c'est pas un vendeur. Il n'est pas là pour vendre, il est là pour faire un bulletin. Donc il faut la solution la plus simple aujourd'hui pour lui. Mais le gestionnaire de paye, il a une force que personne d'autre a, c'est qu'il a le chef d'entreprise en direct avec lui. Et s'il est sûr de la solution, vous gagnerez en productivité sur ces solutions-là parce qu'il la mettra en œuvre. Donc première chose, travailler sur les flux. Je pense que ça parlera à toute l'équipe My Company Files puisque c'est un discours récurrent. Donc travailler sur les flux. T'as fait exprès. Ok, très bien. Tu me disais aussi travailler sur la sortie, bulletin, contrat. Donc ça, c'est l'étape d'après, c'est ça. Une fois que j'ai travaillé sur mes flux, que j'ai rationalisé, que j'ai quelque chose de digital, je peux me permettre de travailler sur les livrables, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est le gestionnaire de paye. Il passe beaucoup de temps sur l'entrée du salarié final et la sortie du salarié final. Et aujourd'hui, le but, c'est d'avoir, tu l'as très bien dit, une fluidification de ces documents de sortie qui permettent aussi de pouvoir mieux gérer le flux de l'entreprise. Ok, très bien. Je pense que je vous ai tellement contraint sur le timing que vous êtes ultra bref depuis le début, donc non, c'est parfait. Très bien. Jean-Nicolas, je vais répondre par oui. Non, mais au contraire, là, c'est très bien, on n'est pas du tout en retard. Donc là, on parlait plutôt de la partie entre le client et le cabinet. Toi, tu m'avais parlé de transfert du collaborateur vers l'éditeur. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que le collaborateur ou le cabinet transfère à l'éditeur? C'est quoi ce changement de philosophie que tu avais en tête?
C'est pas forcément un changement de philosophie, mais c'est Ok. effectivement que les outils aujourd'hui qui vous sont proposés par à peu près tous les éditeurs sont modélisés. La modélisation, on peut l'entendre par j'ai des règles de calcul légales et conventionnelles prêtes à l'emploi. On peut aussi l'entendre par quelque chose qui va encore plus loin, c'est-à-dire mon logiciel est piloté par des modélisateurs qui, en temps réel ou presque, peuvent intervenir pour faire évoluer des écrans, créer des fiches, créer des éléments des champs calculatoires dans les fiches et donc amener des dynamismes que vous n'avez pas pour automatiser des traitements. Bien évidemment, ça se fait à la demande, mais ça permet vraiment... C'est purement technologique, hein, c'est d'avoir un outil qui est piloté par des gens qui ne sont pas des développeurs informatiques, mais qui ont une console qui permet de le faire. Donc c'est un petit peu abstrait. Non, mais c'est intéressant aussi. Mais c'est vraiment une approche où finalement on amène une personnalisation beaucoup plus forte parce qu'on n'est pas contraint par des process de livraison de version qui sont lourds et qui nécessitent une certaine mise en œuvre. On est capable de faire du temps réel sur des évolutions. Donc, pour moi qui ne suis pas très techno, pour être honnête, ce qu'on explique là, c'est que les logiciels peuvent désormais de plus en plus prendre en charge des choses que le collaborateur faisait à la main, sur du paramétrage de conventions collectives, de bulletins, de choses comme ça, c'est ça? Alors oui, ça c'est déjà prouvé sur la partie conventionnelle, mais ça peut aller beaucoup plus loin sur la mise en place de packages de livrables qui peuvent être prédéfinis dans un dossier et qui vont être générés à date automatiquement. Donc en fait, la fluidification, moi je rejoins tout à fait ce que dit Laurent. Nous, on a une notion de carte de service où on peut déterminer les étapes du cycle social de chaque typologie de dossier, et elles peuvent être différentes par dossier, puisque les dossiers n'ont pas les mêmes problématiques de productivité ou de sécurité. Et donc le cabinet est en capacité de décider que pour telle typologie de dossier, les bulletins sont à telle date, les décès à telle date, qu'il n'y a rien d'autre, où il y a des contrôles obligatoires, facultatifs, et c'est un déroulement silencieux avec une supervision temps réel. D'accord, donc on parle de supervision. Oui. Tu parles... Non mais c'est intéressant. Moi je parle de planification, supervision, plutôt qu'action. Oui. Et dans les constats, les gens aiment bien agir. Mais en fait, refaire les payes, moi je dirais, en fait, les gestionnaires n'ont pas à faire les payes. Les payes, elles sont générées dynamiquement à la réception de l'accusé de réception de la DSN acceptée et date passée de l'échéance. Automatiquement, la paye du mois suivant, elle est générée. Et finalement, les actions ne sont que des actions d'enrichissement de bulletins existants en base et il n'y a pas de temps d'attente à générer des choses. Ok. Donc là, sur le comment, ce qu'on se dit, c'est première étape, travailler sur les flux. On est parfaitement en ligne avec le reste de la journée. Travailler sur les flux, jouer les cartes logicielles pour industrialiser, automatiser ce qui peut l'être et ce qui va amener un changement de rôle du gestionnaire. On l'espère. On l'espère. Et justement, toi, Daouda, c'était là-dessus que tu es toujours sur cet aspect collaborateur, gestionnaire de paye. C'est ça. Comment est-ce qu'on fait ça avec le collaborateur? C'est ça. En fait, si on veut vraiment améliorer la productivité du gestionnaire de paye, donc on répond à cette question, qu'est-ce qui prend plus de temps au gestionnaire de paye? Et d'après nous, en tout cas aujourd'hui, le gestionnaire de paye, là où il prend plus de temps, c'est quand il y a des doutes et quand il y a du spécifique. Donc quand il y a des doutes, c'est quand il n'est pas sûr d'une information. Quand il y a un élément qui arrive, il lui faut recueillir plusieurs informations pour pouvoir traiter, prendre une décision, parce que toute la journée, un gestionnaire de paye, il prend des micro-décisions. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ce dossier en premier? Est-ce que je le fais comme ça, etc. Et l'objectif, c'est de lui remonter le plus d'informations possible, que ce soit au niveau des anciens flux DSN, au niveau des éléments que le client a communiqués, au niveau de la documentation. Donc c'est pour ça que plus on va permettre au gestionnaire de paye d'avoir d'informations, plus on va l'aider à prendre des décisions rapidement et à dissiper le doute. Parce qu'il y a un doute, un gestionnaire de paye peut passer 1 heure sur un calcul parce qu'il va se dire, est-ce que je dois laisser le logiciel calculer comme ça? Je ne suis pas sûr du calcul. Il va aller dans des communautés, il va aller dans des forums, il va passer énormément de temps dans la documentation juridique pour avoir l'information, pour être sûr. Donc un gestionnaire de paye, quand il doute, il perd du temps. Donc ça, c'est le premier levier. Lui remonter le plus d'informations pour qu'il prenne les décisions le plus rapidement possible. Et ensuite, le deuxième levier, au niveau de la productivité du gestionnaire de paye, c'est qu'il y a du spécifique. Donc un gestionnaire de paye, quand il a un dossier avec 3 salariés, tous les mois, il va peut-être prendre 12 minutes, voilà, c'est assez rapide. Et en fait, si on ne pense pas les processus, les outils, l'organisation du service paye par rapport à du spécifique, en disant, si j'ai une régule DSN, il va perdre du temps. Si j'ai, un dossier prud'homal, il va perdre du temps. Si j'ai une remontée du salarié ou des questions qui sont posées, s'il n'a pas l'information, il va perdre du temps. Et c'est ici, pour nous, d'après nous, que sur le levier information et le levier pensée spécifique, lui permettent de faire des actions, des régularisations DSN en quelques secondes, automatisées ou manuelles, puisqu'il y a toujours des cas spécifiques. Un gestionnaire de paie dans un cabinet, lui, il voit tous les cas spécifiques. C'est lui qui fait le plus de choses spécifiques. En entreprise, c'est beaucoup plus simple. En cabinet comptable, il est dans des contextes. Donc on ne peut pas parler de cycle et de cohérence, puisque une pharmacie ne va pas ressembler à une autre pharmacie dans son portefeuille de paye. Et donc c'est super important de penser le côté spécifique.
Mais pour aller dans ton sens, là, il y a un commentaire sur le chat où il est dit que le gestionnaire de paye, sa difficulté souvent, c'est entre l'attendu de l'organisme social et lui, ce qu'il peut produire avec son logiciel. Exactement. Donc c'est ça le spécifique auquel tu fais Exactement. référence. D'accord. Parce qu'un gestionnaire de paye, il a pas, il contrôle ses payes, mais il n'est pas tout seul. C'est pas le gestionnaire de paye et le client. C'est le gestionnaire de paye, c'est le client, c'est les salariés, c'est l'oncle du salarié qui va vérifier les bulletins, c'est l'organisme social qui fait 2-3 contrôles quand on dépose des DSN, qui remonte de l'information, etc. Et plus on va mettre ces informations à portée du gestionnaire de paye pour qu'il puisse prendre des décisions, et ben plus vite, mieux le gestionnaire de paye il va prendre ses décisions rapidement, il va être un peu plus sûr de lui. Il faut qu'il ait des doutes. C'est bien un gestionnaire de paye qui a des doutes, puisque c'est de la paye, c'est complexe. Donc il y a des doutes. Il faut toujours qu'il vérifie, il faut qu'il soit sûr de lui. Mais il faut qu'on l'aide à lever les doutes le plus rapidement possible. Donc lui apporter de l'info, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les flux, l'importance de travailler les flux. Et après travailler sur le spécifique, c'est les 20% de cas particuliers qui vont lui prendre 80% de son temps. Exactement. C'est vraiment ça. D'accord. C'est vraiment avoir pensé pour dire est-ce que le gestionnaire de paie est capable de s'adapter à tous ces contextes-là spécifiques qui prennent du temps. Faire un bulletin de 3 salariés, que ce soit déporté ou pas déporté, ça prend quelques secondes. Si le client est saisi, on va gagner des secondes, on va gagner des minutes, mais c'est pas ça qui fait gagner de la productivité. Si ces 3 secondes-là, j'ai un bulletin prud'homal, il peut prendre 2 heures dessus, parce qu'il va vérifier des informations, parce qu'il sait qu'il y a un avocat qui est derrière, qui va vérifier des infos. Et là, en fait, il faut le remonter et l'insister et lui donner tous les niveaux de calcul que le logiciel de paye va pouvoir lui fournir et que lui va pouvoir récupérer. Ok. Super clair, merci beaucoup. Toi, Sylvain, tu me parlais de la problématique, parce que là, on est au sein du cabinet, avec les outils, avec les flux, etc. Mais tu parlais de délégation du cabinet à l'entreprise. Et je vais employer mon expression de changement de philosophie, je la recycle avec toi, mais c'était intéressant de dire le cabinet prend tout sur lui. Il y a peut-être un partage de responsabilités à avoir avec l'entreprise. Absolument, absolument. C'est vrai que quand on regarde comment on travaille aujourd'hui et quelle est la relation que l'expert comptable a, ou le gestionnaire de paye a avec son client, il faut tout de même, du point de vue juridique et social, se rappeler que c'est le chef d'entreprise, le dirigeant, qui est responsable évidemment de ses salariés. Et ce que je trouve intéressant dans la mission du social et des ressources humaines aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'entité, le cabinet ou le gestionnaire de paye qui travaille pour son client puisse lui apporter de nouveaux modes de fonctionnement, qu'on aille vers le client, au-delà des outils, de ce qui a été dit, ce qui est très vrai, et grâce à ces outils, grâce à l'apport des éléments collaboratifs dont on parlait Laurent, Jean-Nicolas et Daouda, c'est effectivement de dire aujourd'hui nous disposons d'outils de traitement et de communication suffisamment dynamiques pour que nous puissions replacer les responsabilités là où elles sont. C'est pas l'expert comptable de prendre une responsabilité sociale vis-à-vis d'un salarié, c'est bien au dirigeant. Et donc, ce que je pense que nous devons faire, que les éditeurs mettent en place aujourd'hui, c'est des outils qui permettent à l'entreprise de reprendre sa place ou de prendre sa place, si tant est qu'elle l'ait eu un jour, et à l'expert comptable, effectivement, d'avoir une aide précieuse auprès de son client pour lui apporter les relais techniques pour mettre en place cette relation. C'est-à-dire qu'avant, la répartition des responsabilités était floue, parce qu'il n'envoyait pas les données de façon claire, on ne pouvait pas tracer, c'est toutes ces problématiques-là que... Alors effectivement, on les traçait pas beaucoup, puisque c'était souvent un coup de téléphone, un fax à mon époque, aujourd'hui c'est un petit peu vétuste. Telex, merci Jean-Nicolas, je te remercie, c'est gentil. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, effectivement, hein, c'était téléphonique. La plupart du temps, évidemment, ça faisait qu'on refaisait plusieurs fois les payes parce qu'on ne s'était pas compris, un acompte était oublié, etc. Et aujourd'hui, alors depuis quelques années, bien sûr, hein, les outils que nous éditons tous sont suffisamment élaborés pour apporter un soutien et faire migrer la responsabilité, mais également l'intérêt, l'importance de la fonction de dirigeant à l'entreprise et non plus faire prendre le risque à l'expert comptable de se mettre en lieu et place du dirigeant. Souvent, on dit que les cabinets, un des risques, c'est qu'ils aient l'impression d'avoir une mission d'intérêt général, presque un peu sacrificielle, de prendre sur eux le risque, d'assumer face à l'administration qui demande de plus en plus de choses. Là, il faut
reclarifier les choses et bien mettre chez le client ce qui est chez le client, la responsabilité des données, de la fourniture des infos et des éventuelles erreurs. Absolument. Chacun sa responsabilité vis-à-vis de la loi. C'est très juridique, mais c'est quand même la réalité que l'on connaît tous. Et tous les outils qu'on évoque permettent aussi de clarifier d'un point de vue responsabilité vraiment. Absolument, voilà, absolument. Il y a une traçabilité et ça c'est très très important parce que ça permet aussi de maintenir une relation vertueuse entre le client et le cabinet ou le gestionnaire de paye. Et il y avait un autre sujet qu'on avait évoqué, c'était la surqualité. Parce que c'était un autre axe. Pour le coup, là, on explique comment gagner du temps sur des tâches courantes. Il y a un autre sujet qui est celui, est-ce que des fois on n'en fait pas trop, ou est-ce que les collaborateurs n'en font pas trop sur un dossier qui ne le nécessite pas? Certainement. Certainement parce que, mais là on peut pas évidemment épiloguer trop là-dessus, mais certainement c'est ce qui fait aussi que quelquefois on pourrait dire qu'elle n'est pas rentable. Parce qu'il y a certainement des temps qui sont cachés, qui sont des temps de recherche, qui ne reviennent pas effectivement aux collaborateurs, qui reviennent plus souvent à l'entreprise ou au gestionnaire local de l'entreprise. Et c'est vrai que cette surqualité fait perdre du temps à l'entreprise, au cabinet. Ouais, on peut prendre comme le temps, on a 2 minutes, là on peut le prendre si tu veux, mais peut-être de préciser cette notion-là, c'est-à-dire quel type de choses, est-ce que, là je me mets à la place des experts comptables qui nous écoutent, quel type de choses, quel gaspillage il faut chasser ou quelle surqualité il faut chasser? C'est des recherches juridiques, des questions qui donnent pas lieu à une mission? C'est quoi ce que tu constates toi de ton expérience? Des contextes, certainement des contextes conventionnels, je pense que chacun de mes collègues pourrait compléter, mais des contextes conventionnels, des demandes spécifiques ou particulières qui n'ont pas lieu avec le conventionnel dans lequel se trouve l'entreprise. Et c'est vrai que ça génère des recherches qui peuvent être confuses. Mais ça, c'est lié aussi, on y reviendra peut-être après, à la compétence des personnes que nous avons en cabinet et qui parfois sont peut-être à faire évoluer. Effectivement, la transition est magnifique. On va parler de la compétence des collaborateurs. Et Jean-Nicolas, moi, je voulais t'interroger sur justement tout ce qu'on se dit là, ce changement de façon de travailler, de responsabilité. Quel impact ça a sur le collaborateur? Est-ce que les gestionnaires de paye de demain sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change sur leur métier? Alors, moi, j'ai un constat. Déjà, on a des gestionnaires de paye qui sont hétérogènes. On a des gens qui sont des vrais experts de la paye et on a quelques fois des collaborateurs qui finalement ne maîtrisent pas complètement la paye, mais finalement sont des opérateurs de saisie sur des outils modélisés. Ça, c'est une petite difficulté que je constate régulièrement. Néanmoins, avec les outils modélisés, c'est un confort, c'est une sécurité, donc il ne faut pas faire de marche arrière. Et je pense par contre qu'il faut que les collaborateurs soient en capacité de personnaliser des choses dans certaines typologies de dossiers. Je ne parle pas de TPE, je suis plus orienté PME quand je parle de ça. Mais ça me paraît une nécessité pour justement automatiser des choses qui sont traitées manuellement alors qu'elles sont automatisables si l'outil le permet. Et puis après, moi j'ai une vraie vision industrielle. Donc nous, on a sorti un livre blanc, je suis désolé pour la pub, sur le gestionnaire de paye augmenté. Pour moi, un gestionnaire de paye augmenté, ça veut dire que la machine l'augmente. On a bien choisi les mots, la machine l'augmente parce qu'elle fait des choses pour lui. Elle l'informe de ce qu'elle fait, de ce qui ne va pas et de ce qui va. Et lui, finalement, n'intervient que là où il est nécessaire qu'il intervienne. Et on peut imaginer qu'il n'intervienne pas dans un grand nombre de typologies de dossiers. Donc c'est cette vision-là, moi, que je porte. Et les deux typologies de gestionnaires que tu évoquais, qui ont le même nom finalement, mais qui ne font pas tout à fait le même métier, est-ce que les deux sont capables d'être... capable, c'est pas du tout péjoratif, mais est-ce qu'ils sont en capacité de faire ce changement pour devenir un gestionnaire de paie augmenté que tu décris? Alors, moi, je pense que oui, c'est un choix. C'est un choix. C'est beaucoup lié au management du cabinet, si tant est qu'il y a un management. Je m'excuse par avance auprès des experts comptables. Mais il est vrai qu'il faut manager son pôle social, manager les collaborateurs. C'est pas forcément très simple. Aujourd'hui, on est sur un métier en tension. Donc, quand on a un métier en tension, on a tendance à laisser faire ou à accepter ce qui existe dès lors que la rentabilité suffit, et même si elle ne suffit pas. Mais je pense que oui, les GP expérimentés, si je puis les appeler ainsi, sont prêts à déléguer des tâches sans intérêt, justement, pour pouvoir augmenter de l'automatisation, de la personnalisation, enfin, des choses qui permettent d'amener de la valeur au process et au final peut-être à l'entreprise. Et pour les GP que j'ai cités, il y a eu beaucoup de reconversions ces dernières années, donc des gens qui manquent un peu d'expérience et qui n'ont peut-être pas cette curiosité. Moi, je pense que c'est juste une question de formation.
Et à mon avis, c'est tout à fait faisable aussi. D'accord. Mais c'est intéressant ce que tu disais, c'est-à-dire que dans le contexte de pénurie des talents qu'on voit à l'heure actuelle, le risque, ça serait de dire bon, bah, je les pousse surtout pas à changer parce que j'ai peur de le perdre en fait. C'est ça. J'ai exactement le même problème avec les développeurs informatiques qui sont Ok. un métier ultra en tension. Nous, on travaille sur des architectures complexes, donc on a besoin de développeurs très expérimentés. Et on prend parfois des plus jeunes et on se rend compte que c'est plus long, mais si on les accompagne, on arrive à les faire grandir. Donc après, c'est un choix, c'est une stratégie d'entreprise de dire je prends un jeune et je l'accompagne, j'en ai pour 2 ans à le faire grandir, ou je prends quelqu'un qui est expérimenté, il me coûte un peu plus cher. Mais oui, c'est faisable. Les métiers en tension, il faut les piloter, il faut les manager. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas les piloter. Ok. Sur les freins, Laurent, sur un collaborateur à qui on va dire bon bah voilà notre vision. Dans quelques années, tu seras un gestionnaire de paye augmenté. Pour telle et telle raison, tu vas utiliser tel logiciel, tu vas aller vers ci, vers ça, tu vas plus produire, mais tu vas superviser, ou tout ce qu'on a évoqué, on va travailler sur les flux, sur les livrables, etc. Toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu constates comme frein au sein des cabinets, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les lever concrètement? Parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent pensent à des gestionnaires de paye, et il y en a certains, ils se voient peut-être très bien les amener ailleurs, et je pense que tous, ils ont en tête un autre collaborateur dont ils se disent mais je ne pourrais jamais lui faire faire autre chose. En fait, pour le cabinet, c'est toujours la même question, c'est qui je dois faire, qui peut évoluer versus qui est bien dans son job et qui va pouvoir produire plus et peut-être pas faire du conseil. Donc là, je reviens un peu au thème de l'année dernière. Vous parliez du FEC par rapport au comptable. On est dans la même chose, en fait. On est dans la même approche. Mais in fine, on est toujours dans ce que vous connaissez par cœur. Hein. On est dans débit crédit. C'est combien ça me coûte versus combien je gagne. Donc à la fin, ce qui est intéressant, c'est ça. Et aujourd'hui, la productivité d'un GP, elle est comptée que sur une seule chose, c'est sur le nombre de bulletins qu'il va produire par mois. Donc aujourd'hui, il y a de nouveaux métriques qui arrivent. On parle de conseils. Là, on parlait de différents conseils dont moi, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Il y a vraiment besoin d'accompagner des entreprises aujourd'hui qui sont à la recherche. Parce qu'elles sont à la recherche parce qu'elles ont du mal, elles aussi, à recruter. Et vous avez des gestionnaires aujourd'hui qui ont cette capacité d'accompagner, de comprendre, parce qu'elles ont envie aussi de le faire. Après, il y a des outils qui arrivent, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, par exemple. On en reparlera tout à l'heure. Ouais, c'est des dans outils. la deuxième table ronde. Ouais, il y a certains outils qui arrivent aujourd'hui qui vont permettre aussi d'avoir plus rapidement la bonne information. Bien sûr, il va falloir qu'ils apprennent cet outil, mais le fait d'avoir la bonne information au bon moment doit aussi permettre de gagner en productivité. Et c'est ça qui est important. Et la chose aussi que je vois, et souvent, quand on discute avec des gestionnaires de pays ou des responsables cabinets, moi, j'ai pas de voix, alors ça va pas le faire. Allô? Oui, c'est bon? Oui, oui. Quand on discute avec des gestionnaires de pair ou des responsables cabinets, ce qu'ils nous disent souvent, c'est qu'on a besoin aussi que vous nous sécurisiez nos données, parce qu'on est de plus en plus challengé sur cette partie. En fait, à chaque fois, le chef d'entreprise vient nous voir et nous dit est-ce que vous êtes bien sûr que c'est sécurisé ou comment vous pouvez nous le prouver? Donc, on sent qu'il y a cette fameuse piraterie qu'on entend chez nous, chez Silae, on se bat sur ça, hein, c'est super important. Il faut qu'on continue à le mettre en avant, tout ce qu'on fait. Et je pense qu'on ne fait pas assez, en fait, par rapport à des clients finaux qui ont besoin de le comprendre. Donc il faut qu'on travaille aussi ce domaine-là, parce qu'on parlait de flux API, on parle de fichiers plats, on parle de toutes ces choses-là. Il faut qu'on sache aussi mieux répondre à ces attentes. Il faut les rassurer en fait, c'est ça. S'il n'est pas sécurisé sur sa production, il faut que tu rassures ton GP, surtout si le dossier est un dossier en externalisation qui est gros. Mais sinon, il faut rassurer le chef d'entreprise. Parce que quand tu fais de la mise à dispo, il faut que tu rassures l'entreprise sur ce que tu lui mets dans les mains. Et c'est ça qui compte pour lui aussi, c'est d'être sûr que ces flux de données, parce qu'on parle de données RGPD, hein, on est tous dans les données du salarié final, il a besoin de rassurer sur cette partie-là. Si je remets sur le... On m'entend toujours là? Oui. Oui. Non? Allô? Oui. Si je reviens sur le gestionnaire de paye, comment je le fais changer, lever les freins en termes de compétences? Sylvain, toi, quel est ton retour d'expérience sur
quelle évolution des compétences on doit proposer à son équipe de gestionnaire de paye pour les amener vers tout ce dont on a parlé pendant cette première table ronde? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais ce qu'il faut, et ça, moi, je trouve que c'est la bonne nouvelle, c'est que les collaborateurs de cabinet puissent effectivement comprendre et visualiser qu'aujourd'hui, au-delà d'établir des bulletins de paye, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même la base de la mission. Donc, n'importe quel entrepreneur ne s'étonnera pas qu'on lui édite ces bulletins de paye, ça c'est clair, mais qu'on aille vers l'aide, l'assistance à l'entreprise, à l'organisation. C'est un petit peu en rapport avec ce qu'on disait un tout petit peu avant. C'est très important parce que ça veut dire aussi que ça va nous permettre au cabinet de conserver, de fidéliser et leurs clients, mais également leurs collaborateurs. C'est-à-dire leur donner la capacité de visualiser une marge de vie professionnelle qui va au-delà de l'établissement des bulletins et du social purement, non pas que ce soit une tâche basse, au contraire, elle est très noble, mais qui va permettre d'améliorer évidemment d'une part la productivité avec les outils dont on a parlé tout à l'heure, mais également dans la communication avec le client. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important et de plus intéressant pour effectivement un collaborateur que de pouvoir évoluer dans un environnement où il peut disposer de tâches complémentaires à celles qu'il a l'habitude de faire et qu'il connaît bien. En clair, le sortir de sa zone de confort, c'est souvent une très bonne nouvelle pour l'évolution des collaborateurs au sein du cabinet. Mais là encore, si je me place d'un point de vue vraiment pratico-pratique, dans mon cabinet, j'ai 10 gestionnaires de paye. Est-ce que tu penses que je dois travailler avec les 10 pour les faire aller vers ça? Ou est-ce que je dois d'abord passer par un travail de cartographie, entre guillemets, et de me dire, il y en a peut-être 2 qui vont rester plus sur de la production? Peut-être, oui, je sais plus. C'est bon. Il y en a peut-être 2 qui vont passer sur la production, qui vont rester là, que je vais peut-être m'épuiser à essayer de les faire changer. Est-ce que je dois faire ça ou est-ce que tu dis non, tout le monde doit changer parce que le métier est en train de changer? Alors, c'est pas ma fonction aujourd'hui. Je vais répondre comme si j'étais à la place du cabinet ou du. J'aurais tendance à dire qu'il faut mettre les 10. Alors, qu'on fasse une cartographie au départ avec 2-3 pilotes, bien sûr, c'est souvent ce qu'il faut faire, ne serait-ce que pour éprouver son schéma. Mais dans ma vision, que ce soit en cabinet ou dans une entreprise, puisqu'on manage tous des équipes, c'est effectivement d'essayer d'élever l'ensemble des professionnels au sein du cabinet pour permettre aussi une petite compétition très positive et surtout une très bonne rentabilité et une bonne visualisation par les clients du cabinet. Donc fidélisation. Donc fidélisation, ok. Et donc concrètement, quelles sont les compétences si je dois là sortir d'ici et mettre en place un plan de formation pour mes collaborateurs? J'avais pas forcément prévu cette question, mais s'il y en a un qui veut la prendre, allez, ça m'arrange. Quels sont les plans de compétences, les plans de formation? Qu'est-ce que je dois travailler en priorité? D'après ce que vous voyez, vous, des cabinets, quels sont les axes? Est-ce que c'est la partie commerciale, entre guillemets? Est-ce que c'est juste de l'empathie client? Est-ce que c'est de la technique? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Pour moi, je prends 5 secondes. Il y a déjà, on n'a pas arrêté de dire qu'ils n'arrêtaient pas de se vérifier les choses. Donc déjà, il faut qu'ils soient sûrs de ce qu'ils ont comme information. Et pour ça, il va falloir qu'on leur donne de plus en plus d'informations pour que ils n'aient pas à refaire ou à essayer de recomprendre. Donc déjà, dans la formation, il faut déjà qu'ils aient confiance dans l'outil qu'ils utilisent. Donc ils ont confiance dans l'outil. Maintenant, il faut qu'ils aient encore plus confiance pour aller encore plus vite. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il y a des formations qui vont avoir lieu beaucoup plus régulièrement, je pense aussi, parce qu'il faut tenir à jour les gestionnaires. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas arrêté de dire que la réglementation n'arrêtait pas de changer et que il faut aussi qu'eux puissent se sentir à l'aise sur celle-ci. Ok. Merci. Jean-Nicolas. Je prends Jean-Nicolas et après Daouda, je laisse parler. Oui. En fait, aussi sur la partie, les freins au changement, enfin au gain de productivité par le gestionnaire de paye, souvent, il faut faire très attention, c'est un désalignement de l'intérêt entre le gestionnaire de paye et le service paye, puisque la productivité du gestionnaire de paye on ne voit pas la même chose au niveau du service paye. Service paye, c'est comment mon gestionnaire de paye il fait plus de dossiers, il fait plus de paye sur le mois, et le gestionnaire de paye, c'est comment moi je fais beaucoup plus vite mes payes sur certains dossiers pour que je puisse aller un peu plus loin sur certains sujets. Et donc, il faut que, et là, j'ai pas de solution, mais en gros, voilà, je fais juste le constat de dire qu'il faut faire vraiment attention à ça, et c'est l'une des premières raisons qui fait que le gestionnaire de paye il va braquer, il va dire, écoute, moi, sur le même temps, on va me donner 20 dossiers de plus
200 payes de plus, mais pas de temps pour contrôler, pas d'outils pour faire ça, pas d'outils pour faire ça. Donc du coup, il va mettre des freins à ce niveau-là. Donc il faut faire attention, et du coup, là, c'est pas des outils, hein, c'est du management, c'est de la culture, c'est le responsable social qui va devoir gérer le curseur pour comment je fais pour le faire plus de paye, mais lui laisser assez de temps pour qu'il puisse travailler mieux, qualité de vie au travail, etc. Et du coup, ce sujet-là, il est... En tant qu'éditeur, j'ai pas de solution, mais voilà, c'est le constat. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant. On dit comment gagner en productivité. Mais toi, ce que tu dis, c'est comment... Enfin, il faut clarifier ce qu'on va faire du temps qu'on gagne, en fait. Parce que s'il y en a qui... Si au niveau du service, on pense gagner du temps pour faire plus de bulletins et que le collaborateur, lui, il entend mieux conseiller ses clients, il va y avoir un problème. C'est ça? Okay, exactement. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est la rentabilité. Donc, il faut qu'il fasse quand même plus de paye. Il faut qu'il fasse plus de dossiers. Mais du coup, c'est au responsable paye et à l'expert comptable de gérer ce curseur-là et de ne pas aller trop loin en capitalisant le temps gagné sur des nouveaux dossiers, mais quand même essayer de faire... Non, mais c'est super intéressant. Donc, la notion de penser à expliquer pourquoi on veut gagner du temps. Est-ce que c'est pour plus de conseils, plus de bulletins? Sinon, on risque d'avoir un souci. Ok, super. Jean-Nicolas, oui. Alors, moi, je reviens sur la question de la formation, parce que c'est ce que tu avais évoqué. Moi, j'ai le sentiment que, et c'est pas une généralité, hein, c'est peut-être... j'ai le sentiment que c'est une majorité, que les gestionnaires de paie sont des techniciens et qu'il manque effectivement de maîtrise de la relation client, dans le sens porter les valeurs du cabinet, porter les messages de production du cabinet, parce que bien évidemment, ils ont de la relation et de l'empathie. Mais c'est toujours pareil, le gestionnaire, il doit représenter son cabinet plus que son client, et donc il doit être capable de porter cela. Ça va rejoindre la deuxième table ronde. Pour moi, ce n'est pas des commerciaux, les gestionnaires, mais néanmoins les missions complémentaires que vous allez aborder peuvent être portées par certains gestionnaires qui ont un peu d'appétence, pour peu qu'on leur donne les clés. Et c'est des clés, la relation client. C'est une timidité de ne pas savoir parler en public, et finalement, quand on a les clés, on peut se lancer, et ça peut amener beaucoup de fluidité dans le service, dans la livraison de ces nouvelles missions. Ok, merci beaucoup. Donc un autre conseil très concret, des formations plutôt sur la relation client, sur relationnel. Ok. Merci. Très bien. Écoutez, alors niveau timing, ce que je vous propose, je fais juste une petite récap de la table ronde. Après, on peut faire la séance de questions-réponses. Ce qu'on s'est dit, si je résume, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. On a vu le pourquoi est-ce qu'il faut y aller sur la productivité, même si on estime avoir un bon niveau de production. On a vu qu'il y avait des sujets techno, des sujets de concurrence, des sujets de confort du gestionnaire de paye. On a vu quand même que c'était important de penser à la mission de façon globale. Voilà. Rentabilité dans le dossier aussi, et pas que la rentabilité paye. On a parlé du comment, avec, si je résume, l'importance de travailler les flux, les informations qu'on apporte au gestionnaire de paye pour lui permettre d'être plus efficace et plus performant et plus sécurisé. Puis après, travailler les livrables, bulletins, contrats, etc. Et on a parlé pas mal de... Ça résonne un peu, non? Je ne sais pas si... Ouais, ok. Je ne sais pas si à la technique, quelqu'un peut faire quelque chose. Ouais, là c'est mieux, je pense. Ouais. Et on a parlé pas mal d'humains et de compétences, avec un peu les enjeux clés, puisque c'est quand même ça un peu le cœur du sujet, surtout dans un contexte de tension sur le marché de l'emploi. Très bien. Ce que je vous propose, c'est... On est pas mal niveau timing, donc s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Vous avez 4 intervenants prestigieux, il faut en profiter. Et il y a un micro qui vous sera mis à disposition, donc vous n'êtes même pas obligé de crier pour poser votre question. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y en ait un qui se lance. Sur le chat, j'ai pris tout à l'heure la question qu'il y avait. Donc, ouais. Pas de questions là-dessus? Est-ce que globalement vous partagez le constat qui a été fait sur les gestionnaires de paie, l'attention sur le marché de l'emploi, tout ça? Oui. Oui. Quelqu'un veut en parler? Ok, bon écoute, on a quelqu'un? Vous parliez de formation tout à l'heure sur les gestionnaires de paye. Enfin, moi, pour ma part, je rajouterais le juridique, la jurisprudence, les conséquences d'une erreur de paye. C'est ce qui leur, je pense que c'est ce qui leur manque aujourd'hui. On parlait de relation client, mais en fait, plus que la relation client, c'est ça. C'est notre client à nous, chef d'entreprise, il va avoir les conséquences d'un bulletin, d'une erreur de bulletin ou de contrat, ou voilà. Et c'est lui, et c'est ça qu'il va devoir gérer, et c'est ça qui est compliqué à gérer. Donc une approche technique aussi malgré tout quand même, en termes de formation. Pas que de la relation client. Technique juridique. Technique juridique. Ok.
Merci pour ce retour. D'autres personnes? Alors on voit pas, avec les projecteurs, effectivement, on voit pas forcément. Donc, non. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Charles-Olivier, oui, je te laisse prendre un micro. Voilà, merci. Alors déjà, un grand merci à nos 4 intervenants. Alors je suis particulièrement honoré d'avoir ces 4 intervenants ce matin, non seulement pour qui ils sont, mais aussi pour les entreprises qu'ils représentent. Quand j'ai démarré il y a 12 ans et demi My Company Files, j'aurais signé tout de suite pour avoir notamment des sociétés. J'ai Eric Choteau aussi qui est là dans la salle, qui accompagne Sylvain sur la partie ACD. Voilà, c'était donc merci pour votre présence. Vous avez chacun entre guillemets un pédigré qui est important pour moi. J'ai beaucoup d'admiration pour Sylvain, de par, alors vous le savez peut-être ou pas, mais c'était le fondateur de Koala aussi. Alors voilà, j'aime bien l'humilité aussi, ça c'est. Voilà, mais il y a cette crédibilité qui est importante. Daouda, on se connaît moins, mais là c'est plus récent aussi. Jean-Nicolas, et j'aime le dire, et je l'ai déjà dit, c'est Jean-Nicolas le premier dans l'industrie qui est venu me voir du temps où il était le patron d'Ibiza, ça s'appelait Ibiza à l'époque, et qui m'a dit, cher Olivier, faut qu'on se parle, faut qu'on se connecte en API. Donc ça, c'était une initiative qui a vraiment lancé sur le marché. Donc on est très honoré de t'avoir. Et puis Laurent, il y a une histoire aussi d'amitié. Silae et Silae. Et puis il y a une connaissance du marché chez Laurent, moi, que je trouve admirable, et une empathie pour ses clients aussi. Donc merci pour votre présence, pour ce que vous avez apporté. Alors j'ai pris plein de notes. Alors très très simple. En fait, on a bien fait de vous faire venir en même temps. Alors comme tu le soulignais Julien, ça va vraiment dans tout le travail qu'on fait depuis le début. La notion du one-stop shop, hein, le cabinet, c'est the place to be. Je suis entrepreneur et je peux aller chercher l'ensemble de mes services là. Pour moi, c'est encore à développer. C'est ce que vous avez dit. Hein, c'est là pour le moment, on est dans la production. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin d'aide et d'accompagnement. Le conseil peut faire un peu peur. Hein. J'ai besoin qu'on vienne m'aider. Tiens, ton contrat de travail, il est plus comme il faut. Ta mutuelle, etc., etc. Donc ça, c'est super important. Et ça veut dire que il vous faut ce point d'entrée, justement, le one-stop shop. Il n'est pas que relationnel. Il est aussi technique. Ce que vous avez, donc on a parlé de maîtrise des flux. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui étaient là l'an passé, c'est notre discours sur la facture électronique. On dit la techno vous permet aujourd'hui d'automatiser, de gagner du temps, donc de vendre du service additionnel. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux le dire que ce que vous avez dit, donc je n'en dis pas plus. Donc service additionnel ou mission complémentaire. Et moi, ça fait complètement sens. Ce qu'on dit beaucoup au cabinet, c'est déjà, vous avez un premier sujet, vous avez 80-90% de vos clients, en général petits, qui préemptent énormément de temps sur votre organisation. Et ils ne sont pas à négliger, ils sont importants, voilà. Et j'en fais partie. Et puis vous avez quelques beaux dossiers sur lesquels souvent on est très focus. La typologie dont a parlé Jean-Nicolas tout à l'heure, alors il y en a une très simple, c'est j'ai les petits et les gros. Hein. J'ai les beaux dossiers, j'ai les plus de 20 et les moins de 20, les plus de 5, moins de 5. Voilà, déjà c'est une première typologie de clientèle sur laquelle nous, c'est vraiment notre croyance, on dit, on est capable de vous accompagner sur les outils qu'on a sur l'appli smartphone, etc., sur les tout petits. Qui sont le gros de vos clients. Et puis on a des partenaires qui justement sont capables de dire tiens, moi j'apporte une brique sur cette partie-là qui est essentielle. Et le fait d'être interconnecté, interconnectable en API est essentiel parce que c'est ce qui fait finalement alors je vais utiliser un terme anglais, désolé, la scalabilité avec un bon accent français. Donc la capacité de grandir en venant brancher les bons outils aux bons endroits dans les bons contextes. Voilà. Merci beaucoup Charles-Olivier. Je vous propose d'applaudir nos intervenants. Et ça... Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté tout ce qu'on demandait. Merci. Merci beaucoup. Et je vais appeler donc les 3 intervenants, une fois qu'ils seront levés, bien sûr. Mais je vais rappeler les 3 intervenants de la 2e table ronde. Alors, la logique de cette 2e table ronde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah oui, il y a le téléphone peut-être de Daouda. Oui. La logique de cette 2e table ronde, c'est de poursuivre le raisonnement et d'apporter donc la suite de la réponse à la question qui nous est posée. Comment est-ce qu'on rend le pôle social rentable? Là, on a parlé productivité, on dégage du temps, on peut décider de faire plus de bulletins, on peut aussi décider d'apporter d'autres services à ses clients. Et c'est l'objet de cette 2e table ronde. Quel service on apporte
et comment on s'y met. Donc pour répondre à la question, on va essayer aussi de tenir un plan qui ressemble au plan de la première table ronde, logique et pratique. Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt à aller chercher d'autres choses sur le social? Comment on s'y prend? Et comment on traite l'aspect compétences humains, gestionnaire de paye au sein du cabinet. Et pour ça, j'ai à nouveau 3 intervenants prestigieux que je remercie par avance. Et je vais vous laisser vous présenter aussi en 20 secondes. On va partir de toi, Fouad, s'il te plaît. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Fouad, je suis cofondateur de Staffengo. Et Staffengo, donc, c'est un SIRH qui est d'ailleurs dédié au cabinet d'expertise comptable et qui a la particularité d'être très agile parce qu'on va pouvoir effectivement adapter la solution non seulement je dirais, à la taille du client, mais également au budget du client. Merci. Rémi. Bonjour, donc Rémi Longueville, je suis le jeune de l'équipe, puisque voilà, je suis patron de Wikera, une nouvelle solution intelligente de paye et ressources humaines. On ira aussi sur les ressources humaines. Et on sera en production début 2025. Voilà. Et Sébastien, s'il te plaît. Bonjour, donc je suis Sébastien Blochet, je suis dirigeant de Keméo qui édite la solution Camille. Je suis aussi consultant depuis 2001. J'ai travaillé sur des produits comme SAP et maintenant je travaille sur mon propre logiciel Camille. Et Camille, c'est un SIRH pour PME. Parfait, merci beaucoup. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le dur. La question qu'on se posait, c'était pourquoi développer des missions, d'autres missions en social en fait. Un des premiers sujets que tu avais évoqué, Rémi, c'était aussi de dire on s'aperçoit qu'il y a des cabinets qui perdent des dossiers passés une certaine taille de salariés. Il y a peut-être un sujet, comment est-ce qu'on peut faire pour les garder? Est-ce que tu veux en parler? Ouais, alors je vais faire le lien aussi bien avec sûr. Je te laisse le faire. Comme je suis éditeur aussi, ça a été très très bien dit par les 4 entreprises, les 4 intervenants. Aujourd'hui, les produits de paye vous permettent de gagner du temps en paramétrage, bon ça il n'y a plus de sujet. En robotisation, c'est en automatisation de la paye. Ça veut dire que le collaborateur va se concentrer uniquement sur les dossiers où il y a quelque chose à faire, parce qu'il a de l'expérience et que le logiciel ne peut pas forcément répondre à tout, ou parce que le client est spécifique, comme disait OpenPay tout à l'heure. Et il y a aussi la notion de pilotage. Donc ça n'a pas été dit tout à l'heure. Aujourd'hui, un produit de paye doit permettre de piloter l'activité paye, c'est-à-dire repérer les dossiers qui vont vite, les dossiers qui ne vont pas vite. Alors pourquoi ils ne vont pas vite? Est-ce qu'il faut mieux le paramétrer ou alors est-ce que c'est le client? Il faut travailler avec le client. Des dossiers qui grossissent, les dossiers qui embauchent beaucoup. Donc là, il y a peut-être des missions sociales à développer, alors qu'avant, on faisait juste la paye standard. Enfin voilà, donc il y a cette notion de pilotage qui permet de repérer les clients où il y a quelque chose à faire. Potentiel. Voilà, potentiel, soit en gain de productivité, soit en SIRH, puisque le client grandit. Et on y vient. La deuxième raison, là je parle pour moi, c'est parce que vos clients vous le demandent. Voilà, moi j'ai un expert comptable qui fait ma compta et ma paye, et je lui demande de pouvoir agir sur la saisie, sur la validation des bulletins, etc. Je lui demande, quand on a des sorties de salariés, pour que ça se passe le mieux possible juridiquement, donc là c'est plus du juridique, l'onboarding du salarié, il faut que ça soit fluide. Enfin voilà, maintenant vos clients, quelle que soit la taille de l'entreprise, je pense, pas tous les clients, ça c'est évident, ont un besoin de SIRH. Voilà. Et je ne suis pas dirigeant depuis longtemps, j'ai été majoritairement salarié, et avec le temps, notamment chez ECMA, donc à l'ordre, chez ECMA, j'étais content de poser mes congés payés, que ça soit validé par mon manager et que ça roule en fait. Voilà, on fait tout à titre personnel nous-mêmes, avec notre banque, avec les impôts, avec la SNCF, avec tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas avec l'entreprise, même dans une toute petite boîte? Voilà, pour moi, l'apprenti boulanger, il doit poser ses congés. Alors je te fais un petit clin d'œil, en parlant à son téléphone. Voilà, je vais être en vacances du temps au temps. Puis le téléphone, il dit désolé, tu n'as plus de jour. Voilà, je rigole un peu, mais donc c'est vraiment ça aujourd'hui. Les clients demandent une interaction plus forte et pas juste du bulletin de paye juste, même si c'est évidemment indispensable. Donc il y a de toute façon une évolution des usages et des mentalités, il faut que ça se traduise aussi dans le cabinet. Voilà. Et donc je réponds Donc nous on est petits aujourd'hui, ça y est, on est une trentaine, on espère bien grossir. Et j'ai mon expert comptable, vous êtes une profession où les clients ont super confiance en vous, vous avez un taux de satisfaction incroyable depuis toujours. Et ça ne baisse pas.
Donc, j'ai envie de garder mon expert comptable. Donc ça, on le fait facilement en compta depuis des années. On passe en mode surveillance. Hein, voilà. Je fais une grosse partie de ma compta. Bon, alors avec la facture électronique, c'est encore plus simple. Et l'expert, il est là pour m'aider sur la gestion, pour contrôler, pour être sûr que tout soit OK. Et en paye, il faut que ça soit la même chose. Moi, je veux conserver mon expert comptable, même si demain, on est 200. Donc un gros cabinet, c'est facile. Il a un service spécial. Mais je pense qu'avec les outils d'aujourd'hui, interconnecté et full web, donc où il n'y a rien à installer, etc., comme disait Jean-Nicolas tout à l'heure, je pense que c'est tout à fait faisable. Vous pouvez passer en mode surveillance où l'entrepreneur ou son nouveau salarié RH va faire la paye, le cabinet faire la RH, ou l'inverse, ou un mélange des deux, et en fonction du temps, ça peut varier. Enfin voilà. Il faut rester fluide. Moi, je ne veux pas avoir à prendre un produit ailleurs, me le paramétrer tout seul. Je veux rester avec mon cabinet. Donc sur le pourquoi, c'est parce que tu dis, si passé une certaine taille, j'ai d'autres besoins et j'ai envie de les avoir chez la même personne. Okay. Exactement. Et avec les outils d'aujourd'hui, vous pouvez. Avant, vous aviez des outils qui faisaient, enfin, je ne donne pas de date, hein, c'est il y a longtemps, que de la paye. Hein. Donc quand le client grossissait, il prenait un éditeur paye entreprise. Merci beaucoup. Merci Rémi. Fouad, toi tu disais aussi, le risque, si on ne va pas sur ce marché d'autres services, c'est peut-être de perdre la paye, mais peut-être même au-delà, de perdre la relation avec le client. Exactement. Donc c'est vrai qu'on pense souvent au CRH comme une nouvelle mission, je dirais, pour les cabinets d'expertise comptable, mais la réflexion doit aller beaucoup plus loin. Je vais juste peut-être contextualiser un peu les choses aussi au niveau des évolutions du marché. Il y a à peu près 5 ans, il y avait des petites secousses sur le marché du social, où effectivement les cabinets d'expertise comptable ne ressentaient pas vraiment ces secousses et regardaient en fait le ciel, les nuages dans le ciel. Et ces secousses, c'était quoi? C'était certains clients qui quittaient les cabinets pour aller directement vers des éditeurs SIRH et venir simplifier leur gestion administrative du personnel. Il y a 2-3 ans, ces secousses se sont intensifiées. Là, on a vu, comme on l'a constaté chez Staff & Go, c'est qu'on a eu beaucoup de cabinets qui sont revenus vers nous. Les 3/4 d'entre eux nous disaient qu'ils souhaitaient avoir une solution SIRH parce qu'ils ont déjà perdu un client parce qu'ils n'ont pas proposé de SIRH et qu'il y a d'autres clients qui sont à la recherche de SIRH. Donc il y avait un vrai risque en dehors de l'aspect de développer le SIRH pour avoir de nouvelles missions, mais c'était surtout de sécuriser les clients actuels. Et cette situation, en fait, elle est due à des éditeurs de logiciels qui font et la paye et le SIRH, Payfit pour ne pas le nommer, qui sont venus avec des budgets marketing vraiment extrêmement importants, à coût de dizaines de millions d'euros sur le marché, et venir entrer en contact direct avec vos clients. Et là, clairement, on perdait le social. Il y a aussi eu un événement qui est un tout petit peu plus sournois, où il y a eu des éditeurs SIRH qui sont également venus en contact direct avec les clients. Et alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai qu'il y a certains éditeurs qui, un an après, sont retournés vers leur client, qui est aussi le client du cabinet, et leur ont dit, j'ai un partenaire qui va gérer la paye à moindre prix et avec qui on a des meilleures relations. Et donc ça a mené aussi à plus long terme à ce que le cabinet qui se disait, moi je ne vais pas m'occuper du SIRH, je garde la paye, mais a quand même perdu la paye, a posteriori. Donc je ne vais pas faire de généralité, ça n'arrive pas tous les jours, mais il y a quand même des cas de figure qui sont de plus en plus fréquents où on voit effectivement cette situation se passer. Et donc là-dessus, c'est vrai que c'est important de comprendre que le SIRH, c'est non seulement effectivement de nouvelles missions pour le cabinet, mais c'est surtout un moyen de fidélisation des clients actuels pour éviter qu'ils partent sur d'autres SIRH ou en tout cas qu'ils les abandonnent même sur la partie sociale. Et on sait très bien que donc, si on perd le SIRH, on a un risque de perdre la paye. Si on perd la paye, on a un risque de perdre la comptabilité également. C'est déjà super intéressant parce que habituellement, lorsqu'on se pose ce type de questions, pourquoi décrocher de nouvelles missions, c'est toujours faire plus de chiffres, faire de la croissance, etc. Alors que là, tout de suite, aussi bien l'un que l'autre, vous démarrez en disant il faut le faire parce que sinon, il y a un risque de perdre des gros dossiers ou il y a un risque de perdre peut-être tout son client, quoi. Donc, ne serait-ce que pour des raisons presque défensives, j'allais dire, il faut y aller de toute façon. Exactement. Ok. Très intéressant. À ce stade-là, sur la partie conseil, SIRH, un argument qu'on pourrait entendre, c'est de se dire, mais là on entend beaucoup de choses, notamment sur l'intelligence artificielle. Là, je vais me tourner vers toi, Sébastien, et de dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre pour un niveau de conseil et d'accompagnement qui, demain, pourrait être automatisé peut-être par une IA? Est-ce que ça ne va pas devenir une commodité, comme le bulletin de salaire, demain? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, de mon côté, je me suis posé des questions sur l'IA depuis 10 ans, parce que c'est pas nouveau. Il y a eu des vagues.
Ça me fait beaucoup penser aux premières vagues d'Internet en 99, où en gros on pouvait lever des fonds facilement en disant bah voilà, je sors le nouveau Internet de tel sujet. 10 ans après, il y a eu pareil avec la mobilité, où moi j'ai vu des sociétés qui disaient bah voilà, nous on sort l'application qui va tout révolutionner, fini Internet. Aujourd'hui, avec l'IA, je vois qu'il y a beaucoup de bruit qui se font. Il y a des levées de fonds records en ce moment, alors que les levées de fonds sont compliquées. Miracle, le français, a levé plus de 500 millions de dollars. C'est des sommes qui sont énormes. Et il a relevé derrière. Je n'ai pas le total des levées de fonds, mais on a beaucoup parlé de OpenAI, beaucoup de choses qui fait qu'on est en train de sublimer, je trouve, l'IA. Et moi, dans les logiciels américains que j'utilise, ils essaient de me vendre de l'IA à tort et à travers en disant acheter l'IA pour 5 € par user et par mois. Tous mes essais n'ont pas été bons. De mon côté, c'est que clairement, c'est l'avenir. Ça ne fera pas tout, mais il y a beaucoup plus à gagner sur l'organisation et sur les usages que sur l'IA pure qui, si demain, ce sera l'avenir et si ça a déjà sa place dans des applications actuelles, concrètement, tant qu'il n'y aura pas de vrai machine learning, alors machine learning, c'est que la machine, elle apprend de vos usages, mais de vos usages à vous, pas les siens, ça ne sera pas bon. Ça ne marchera pas et ça ne vous permettra pas de vraiment progresser. Moi, l'IA que j'attends, c'est qu'elle analyse tous mes mails, qu'elle comprenne qui est Sébastien et qu'elle dit tiens, Sébastien, cette situation-là, je vais lui proposer un mail de ce type. Et là c'est sûr qu'on passera un vrai step. Aujourd'hui, ce step, il n'est pas encore là. D'accord. Donc, pas c'est pas une raison en tout cas de se dire non mais ça sert à rien d'aller sur ce type de conseil parce qu'on va être remplacé par une machine qui pour le dire de façon un peu directe. Non, il y a beaucoup plus à gagner ailleurs. Ok, très bien. Non, mais c'était pour poser le sujet. Donc j'entends les arguments et ça fait de sacrées bonnes raisons d'y aller, ne serait-ce que pour ne pas perdre de dossiers ou de clients. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est peut-être de clarifier un petit peu ce qu'on met derrière cette notion d'accompagnement, de conseil qu'on a évoqué. Concrètement, quelle mission on met, et là je voudrais qu'on soit vraiment en pratique, quelle mission précise est-ce que je peux mettre lorsque je veux démarrer ça. Là je suis pareil, je suis assis dans la salle et je me dis bon allez, je me lance et je vais le faire, ou je vais accélérer. Fouad, par quoi tu commences? Enfin, pas toi, par quoi quelqu'un doit commencer plutôt? Alors, je pense qu'il faut commencer par le basique. Dans les nouvelles missions que l'on préconise aux partenaires de développer, il y a la gestion administrative du personnel. Ben là, vous allez me dire, bon, ça fait 40 ans qu'on en fait, Fouad, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'on en fait depuis longtemps, mais on ne le fait pas si bien que ça. Parce que c'est souvent des emails, des échanges d'emails avec les clients. Ces échanges d'emails, par ailleurs, ne sont pas conformes au RGPD et créent aussi un manque de productivité, aussi bien chez vous au sein du cabinet, mais que chez vos clients. Et d'ailleurs, on l'a vu, si les éditeurs, à un moment donné, ont réussi à se positionner, même sur des TPE, c'est qu'il y avait un besoin côté client, et on avait, à l'époque, très souvent des œillères là-dessus, et on pensait que les SIRH, c'était fait que pour les PME et les ETI. D'ailleurs, si j'étais expert comptable, si on me demande de déployer un SIRH sur une TPE de 2 salariés, c'est vrai que ça me fait peur. Rien que le terme déployer et le terme SIRH, ça fait peur. En fait, c'est pour ça que moi j'aime plus l'appeler prépay. Vous avez le cas pour la comptabilité, vous avez votre logiciel de production comptable et vous avez également, depuis ces dernières années, des logiciels de pré-compta qui vont vous permettre de fluidifier la communication entre votre client et vous. Mais il n'y a rien à vous. C'est des choses que vous avez l'habitude de faire. Ça fait gagner du temps au cabinet en interne et ça fait gagner du temps au client. Ben, sur la paye, c'est exactement la même chose. On a besoin de collecter les variables de paye, on a besoin de savoir les congés qui sont pris par les salariés, on a besoin de savoir quels sont les nouveaux salariés qui intègrent l'entreprise, et plutôt que de faire tout ça manuellement, on va avoir des outils SIRH qui vont venir se connecter justement aux différents logiciels de paye du marché et venir automatiser toute cette saisie et faire gagner du temps, bien sûr, au cabinet, mais également de faire gagner du temps aux clients. Et je pense que ça, c'est vraiment critique dans l'équation, c'est de penser aux deux parties, et pas qu'à une des seules parties. Donc avec le SIRH, sans d'énormes efforts, vous allez pouvoir donc améliorer votre rentabilité au niveau du cabinet, parce que l'on parle de productivité, DGP, mais également de nouvelles missions, donc du chiffre d'affaires et de la marge qui est faite sur les SIRH quand on va le commercialiser avec les cabinets. On parle également aussi de sécurité. En tant que cabinet, c'est votre devoir d'être conforme au RGPD déjà en interne, et ensuite de supporter, de conseiller, d'accompagner votre client aussi dans la conformité RGPD pour vos clients. Et donc avec les outils SIRH, on va réussir à le faire également. Et le troisième point, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la fidélisation, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que c'est même le point le plus important de mon point de vue, c'est de pouvoir proposer ces solutions pour fidéliser.
Fidéliser, pourquoi? Parce que l'expérience utilisateur, c'est ça qui... L'expérience utilisateur, le fait que vous pouvez offrir les mêmes fonctionnalités, le même confort qu'une entreprise pourrait avoir en passant par un éditeur en direct. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont dédiées aux experts comptables pour qu'ils puissent eux-mêmes la déployer chez leurs clients et garder cette relation commerciale. Et sur la deuxième partie au niveau des missions, ça c'est la première partie qui, je dirais, est assez classique, que vous connaissez, mais qui se fait de manière beaucoup plus digitale. La deuxième partie, ça va être plus sur la gestion, je dirais, de la performance RH. Donc là, on va être plus sur les PME, tu en parlais tout à l'heure. Effectivement, sur les PME, le besoin SIRH est quand même beaucoup plus prononcé. Et donc, il ne faut pas venir qu'avec des fonctionnalités sur la gestion administrative. C'est important, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Les PME vont chercher la simplification des entretiens. La conformité aussi au niveau des entretiens. On a quand même des pénalités de 3 000 € pour les entretiens professionnels qui ne sont pas faits. C'est important pour le cabinet de pouvoir effectivement accompagner ses clients dans la conformité légale et aussi dans le développement des missions RH au niveau des cabinets. Et ça, on le voit aujourd'hui, les cabinets peuvent dorénavant fournir une prestation ici RH à leurs clients avec le logiciel de paye, faire du support sur le logiciel de paye, parce que les logiciels de paye, vous les maîtrisez mieux que les RH dans les sociétés. Et ce qui est intéressant d'un point de vue économique, c'est que le volume de bulletins est élevé, parce que bon, on est sur des PME et plus sur des TPE, et que ça ne génère pas énormément de travail en interne. Il n'y a pas besoin d'énormément de ressources, parce qu'on a une RH dans l'entreprise qui va s'occuper de tout ça, et on est plus en support. Donc ça ne va pas alourdir énormément la charge de travail des gestionnaires de paye. Alors, j'ai une question là, peut-être pour le public. Est-ce qu'on peut faire à main levée qui fait des missions liées aux entretiens annuels dans la salle, là, au sein de son cabinet? Une personne qui est forcément. Les gens sont timides, oui. L'accompagnement de l'entreprise pour réaliser ces entretiens annuels. Parce qu'on est en train de dire c'est une mission qui est, pour le coup, obligatoire. Donc, en termes de vente, il y a un levier qui peut être proposé parce qu'il y a des outils qui existent. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui proposent ce type de mission à l'heure actuelle? Les entretiens professionnels, hein, juste pour... Oui, entretien professionnel, bien sûr. Ouais. Ok. Super non, mais important avec le télétravail aussi. Enfin, oui, voilà. Donc, il y a un sujet. Télétravail. Et donc, ok, donc c'est intéressant, ça montre quand même qu'il y a un sacré champ de possibles. Et, parce qu'après, ceux qui sont devant ne le voient pas, mais je pense pas qu'il y a eu peut-être une main, mais voilà, donc il y a un vrai champ à explorer. Et par rapport à ce que tu disais sur la pré-paye, toi tu mets ça dans le champ d'émission, c'est-à-dire que pour toi c'est du facturable au client, la mise en place d'outils qui fluidifient la relation. Exactement, c'est vrai que tu fais bien de poser la question. À partir du moment où vous apportez de la valeur à vos clients, et là c'est plus facile pour un client de valider un congé depuis un smartphone, d'envoyer sa DPAE quand je suis dans un restaurant le samedi, que vous êtes fermé, qu'il puisse faire sa DPAE depuis son smartphone et pas aller sur le site de l'URSSAF, ou ne pas dépendre de vous quand vous êtes fermé, ou alors signer son contrat de travail électroniquement. Plus besoin de l'imprimer, de le faire signer, le rescanner, de vous l'envoyer, etc. Donc à partir du moment où vous apportez du confort à des dirigeants d'entreprise, il n'y a pas de raison que vous ne les facturez pas. Et la preuve, c'est que des sociétés comme Payfit ont réussi effectivement à convaincre ces entreprises. Et Payfit n'est pas une société non lucrative, donc elle facture bien ses prestations. Et donc ça merci beaucoup, c'est très clair là, sur ces premiers points. Et sur le deuxième, donc tu dis des entretiens, on est plus sur de la PME, mais est-ce que tu vois d'autres missions que la pré-paye sur des TPE? Sur des TPE, alors on a quand même le développement. Alors si je prends les partenaires de Staffingo, parce qu'on les accompagne également sur la stratégie de déploiement, les entretiens commencent aussi à être recascadés au niveau des TPE également, bon, même si les sanctions sont moins lourdes pour les TPE, mais les entretiens commencent à être cascadés. Après, on a également ce qui commence à arriver, c'est toute la gestion des temps. Effectivement, ça c'est une demande qui revient. Alors beaucoup des PME historiquement, mais ça commence à être recascadé sur des structures de 5 à 15-20 salariés. On commence aussi à avoir des demandes sur la partie GTA, gestion des temps et des activités. Ok, parfait. Non, c'était juste pour que vraiment chacun reparte à sa petite checklist de missions à considérer. Rémi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus toi, sur ta vision de l'accompagnement du client TPE ou PME par le cabinet? Alors moi j'ai eu la chance aussi de faire un peu de compta dans mon cursus. En fait vous en êtes bien sortis sur la compta. On parlait des gains de productivité avec l'OCR, etc. il y a des années. Aujourd'hui, on espère que la facture électronique sera plein pot un de ces jours, rapidement. Donc, en gros, on ne saisit plus trop les achats, les ventes, les banques, on ne fait plus trop de rapprochement bancaire, c'est tout un peu automatique. En paye, c'est pareil. Voilà. Sauf que c'est en train d'arriver.
avec des outils simples qu'on peut mettre à disposition de tout le monde. En fait, c'est le collaboratif. Donc, tu disais, tu parlais du salarié, le dirigeant doit être dans la boucle. En fait, une solution de paye, alors soit via des partenaires, soit directement. Je peux être tableau de bord pour la production du cabinet, pour piloter sa production. Eh ben, le dirigeant, il doit avoir son tableau de bord adapté, où il voit ses entrées-sorties, attention, il y a les entretiens. My Company File, ils ont un truc bien, c'est j'ai besoin d'eux sur l'appli. Hein, voilà. Eh ben, un produit de paye, il doit avoir attention, il faut faire ça. Voilà. Il faut faire. Alors, j'ai pris des notes. Je suis moins métier, pardon. Ouais, c'était pour donner des petits exemples. Par exemple, les arbitrages d'augmentation de salaire en fin d'année, c'est pas forcément, je fais exprès, c'est pas forcément du légal, parce que le légal, vous y pensez quand même de façon parfaite. Voilà, il y a le budget RH, le plan de recrutement, il y a des choses où vous pouvez aider les sociétés intermédiaires qui n'ont pas de RH, et c'est des trucs simples en fait. Hein. Vous faites le budget pour acheter une machine, voilà. La boîte qui est dans le service, vous l'aidez pas à faire son budget de recrutement pour l'année d'après. Enfin, quand je dis vous l'aidez pas, il y en a qui font. Voilà, ça c'est des petites missions RH qui sont pas super compliquées. Il n'y a pas besoin d'outils extraordinaires. Voilà, mais un outil de paye doit pouvoir vous mettre des alertes sur tous les sujets. Et on parlait de c'est ACD qui parlait de ça tout à l'heure. Le lien compte à paye, c'est super important. Souvent, quand il y a la mission paye, il y a la mission comptable, même s'il y a certains cabinets qui font que de la paye sur certains dossiers. Il faut qu'il y ait des infos qui remontent de la paye dans la compta. Je ne parle pas des fake, hein, parce que ça, tout le monde le fait. Je te coupe juste parce qu'on ouais. a prévu d'en parler juste tout à l'heure. Pardon, je me suis laissé embarquer. C'est très lié, mais on en parle juste après avec la question d'après. Donc là, c'est bien parce qu'en fait, on a deux facettes. On a des choses plus liées à la conformité, à la pré-paye avec toi, Fouad, et là, des choses qui ne sont pas dans du légal, mais oui, accompagner son client sur qui on doit augmenter, comment on le fait, combien ça va coûter, faire des prévisionnels ou ce genre de choses. C'est aussi un sujet. Ça peut être une mission. Et maintenant, donc, je me tourne vers toi, Sébastien. J'ai été convaincu par Fouad et Rémi. J'ai envie d'y aller et de faire bouger mon pôle social. Et d'aller sur ce type de mission auprès de mes clients TPE pour le coup, parce que j'ai pas envie de les perdre, j'ai envie de les accompagner. Comment j'y vais? Quelle méthode je peux employer? Quels conseils pratiques tu peux donner à celui qui veut aller vers ça? Déjà, moi, ce que je remarque, c'est qu'en tant qu'éditeur, j'ai les mêmes problèmes qu'avec les cabinets comptables. À parler, c'est que vous avez des gestionnaires de paye, moi j'ai des consultants SIRH. Et finalement, on a les mêmes problèmes, c'est qu'on est très concentré sur l'exécution et l'émotion. Il y a des problèmes, réaction, action-réaction. Il y a une espèce de tunnel. Là, j'entendais que, Laurent, tu me disais qu'il y avait un gestionnaire de paye, générait en moyenne 40 à 50 dossiers. Qu'est-ce qui permet dedans d'améliorer l'exécution et la prise de recul quand finalement je suis dans mon tunnel de paye et qu'une paye en remplace une autre et que finalement je suis complètement envahi par ça. Et ce que je remarque, c'est que finalement, il y a des choses qu'on fait en entreprise qu'on ne ferait pas dans la vie de tous les jours. Ce que je dis, moi, c'est que finalement, il y a 4 axes qu'il faut travailler pour avoir une belle organisation et pouvoir travailler sa rentabilité. C'est que oui, il y a l'exécution, mais quelle est l'organisation qu'on met derrière, quel est le pilotage qu'on met en amont, quelle est la stratégie qu'on a mis en place. Et non pas être dans l'émotion, action et action. Faut vendre du SIRH, ok, je vends un SIRH parce que l'émotion, si je ne le fais pas, mon concurrent va le faire, l'éditeur SIRH va le faire, et dans la peur, je réagis. Et je pense qu'il faut un peu plus se poser. Moi, la question, c'est que ce que je remarque, et ce que je parlais avec toi qu'on me préparait, c'est que dans la vie de tous les jours, vous ne faites pas ça. Même en tant qu'exécutant, c'est-à-dire que quand vous partez en voiture, vous ne dites pas, tiens, je prends la voiture et je vais à Lyon. Vous ne faites pas ça. Personne ne fait ça. Vous vous dites, tiens, est-ce que j'ai de l'essence dans la voiture? Tiens, en fait, pour aller à Lyon, ça prend combien de temps? Tiens, finalement, quand je vais à Lyon, quelles sont les différentes étapes? Je vais avoir... Je vais avoir des étapes intermédiaires, je vais avoir finalement une feuille de route. Dans cette feuille de route, en plus, j'ai des contraintes fortes, il ne faut pas que je dépasse les 130 km/h. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'optimiser en allant à 135? Voilà, en fait. Et 135, je vais arriver plus tôt. Mais si j'arrive plus tôt, peut-être que je vais consommer plus d'essence. Vous voyez, donc, tu n'es pas en train d'inciter à faire des excès de vitesse? Pas du tout. C'est pas ça. Non, pas du tout. En fait, c'est des axes, finalement, en tant que particulier, même pas entrepreneur, finalement, je vais travailler ma rentabilité, soit en termes de temps, soit en termes de consommation d'essence, par rapport à ma vision, par rapport à mes vérités.
Pourquoi en entreprise, on ne fait pas ça? Pourquoi finalement, en entreprise, quand on gère un pôle RH, on ne se dit pas, tiens, j'ai ma revue de tous mes processus, ce processus, il ne marche pas. Est-ce que je le change? Est-ce que je prends le temps de le changer? Est-ce que j'ai un responsable des processus? Est-ce que j'ai un tableau de bord? Sur Waze, vous avez un tableau de bord avec vos étapes. Ben, c'est pareil, dans votre entreprise, vous devez avoir un tableau de bord avec les clients qui marchent et les clients qui ne marchent pas. Le client qui ne marche pas, j'en fais quoi? Est-ce que je le rentabilise ou est-ce que je lui dis de partir? Est-ce que je demande son prix? En termes de suivi, qu'est-ce que je veux faire dans le futur? Quelle est ma feuille de route? Est-ce que je veux faire du SIRH dans l'émotion parce que je suis contraint? Ou est-ce que finalement, ça s'inscrit dans une vraie volonté de développement? Vous voyez? Et c'est ça que moi je promeus au sein de Camille, c'est d'améliorer l'organisation, de mettre à notre disposition des processus, améliorer les usages qui sont au niveau exécution. C'est pas que si l'exécution n'est pas bonne, vous pouvez mettre une IA derrière, ça ne marchera pas. Si les gens sont dans le tunnel, ne prennent pas de recul, ça ne marchera pas. Si vous avez des managers qui sont pas en train de manager, ça ne marchera pas. Voilà. Tu peux revenir sur les 4 fonctions qui doivent être présentes dans un service qui est bien organisé pour toi? Alors moi, je l'ai appelé le SPO, parce qu'en fait, pour le moment, mes mots techniques, mais je me suis rendu compte que les gens disent oui, c'est très bien, mais ils ne s'en souviennent pas. Donc SPO, c'est stratégie, pilotage, organisation, exécution, pour éviter d'être en l'action et action. Si vous devez retenir une chose, c'est que, est-ce que vous avez des tableaux de bord? Ça, c'est le O. Est-ce que vous avez des KPI, des chiffres clés? Est-ce que vous les suivez dans le temps? Et est-ce que ces chiffres clés vous apportent quelque chose? Et puis après, on pourra parler plus de SPO plus tard et approfondir. Okay. Mais je suis assez frappé de voir combien d'organisations finalement n'ont pas de revue de tableau de bord toutes les semaines ou tous les mois sur la performance d'entreprise. Sur leurs propres clients, là on parle. Hein. Propres clients, mais même au niveau individuel, au niveau des performances. Hein, je me rends compte, c'est ce que ces collaborateurs au service paye, il y a des difficultés. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dois faire de la formation? Est-ce que le problème qui le concerne ne concerne pas tous les autres? Ok. Voilà. Oui, donc je ne sors pas de là en me rajoutant une couche sur tous mes process existants, en me disant je vais rajouter la couche mission RH. J'en profite pour faire une remise à plat et prendre un peu de recul sur mon activité. Et c'est valable pour vos clients, pour les éditeurs et pour les cabinets de paye. Et d'ailleurs, c'est aussi, moi je vois chez mes clients, parfois je me retrouve en mission de conseil que je ne facture pas parce que je les organise et je ne le vends pas. C'est dommage. Ouais, les cabinets comptables, vous pourriez aussi faire des conseils et faire des missions de conseil. Et les missions de conseil, ça se vend très cher. Vous êtes sur des TJM qui sont supérieurs à 1 000 € sur du conseil. Un avocat, c'est 250 € de l'heure. Donc dans l'organisation du client. Donc c'est un autre gisement de mission. C'est-à-dire une fois qu'il faut être organisé déjà soi-même. Une fois qu'on a organisé son cabinet, je peux aider à organiser le. Comment, en fait, par le SIRH, je peux mieux organiser mes RH pour rendre ma paie rentable? Oui, très bien. Rémi, je reviens de vous vers toi. Ce que tu commençais à dire tout à l'heure sur ce que ça implique, parce que là on parle un peu plus d'organisation. C'était intéressant ce que tu allais développer, je t'ai coupé, je suis désolé, mais sur le lien, l'importance de développer la communication entre les services notamment. Ouais, en fait, vous faites ça en compta. Je vais reprendre l'exemple de la compta avec les GESCOM. Voilà. Il y a plein de clients, vous mettez la GESCOM de votre éditeur du logiciel de compta et ça se passe très bien. La GESCOM, juste gestion commerciale, ouais. Voilà, pardon. Ouais, on sort de la paye. Et par exemple, un dossier bâtiment, il aura une gestion commerciale bâtiment, typé bâtiment, parce que sinon ça ne lui correspond pas. C'est ce que OpenPay parlait de ça sur je ne sais plus quelle activité. En paye, c'est pareil. En paye, il y a des dossiers où l'outil du cabinet collaboratif, ça c'est OK. Il y en a d'autres où le client il va vouloir utiliser Staff & Go, il va vouloir utiliser Lucas, il va vouloir utiliser une GESCOM, une gestion de temps hyper spécialisée parce que c'est un domaine compliqué, il y a des heures de nuit, il y a des trucs pas possibles. Voilà. Et donc, déjà en paye, un logiciel, une solution de paye, même si elle propose des modules RH, doit s'interfacer avec tout l'écosystème paye RH. Ça, c'est la première chose, pour répondre à vos besoins. C'est vous qui choisissez. Et c'est vos clients, parfois, qui choisissent parce qu'ils sont spécialisés et vous suivez leur choix. Voilà. Puis s'il y a un nouveau client qui vient avec un truc, voilà, vous n'allez pas lui changer ses habitudes, il est content. Un client qui utilise Staff & Go, bon, voilà, un jour il arrive chez Wikera, il est content, il garde Staff & Go. Même si on a un module commun, pas de souci. Voilà, ça c'est important. Mais il faut aller plus loin en fait. Aujourd'hui, dans le domaine comptable ou DataVis, c'est quoi l'échange? Il y a les FEC. Voilà, okay. Donc il y a le salaire, les salaires de base et les charges sociales qu'on paye. En gros, charge patronale ou autre. Un tableau d'un dossier de service, il doit y avoir l'évolution des absences, les maladies, il doit y avoir plein de trucs qui viennent de la paye. Au-delà de la DSN,
Voilà, donc Il un doit y avoir logiciel ça de paye. à dispo du service comptable, c'est ça que Voilà, tu dis. donc le Ouais. service paye doit mettre à disposition des autres outils du cabinet, voire des clients, les données qu'il a. Aujourd'hui, on partage tous des données. Techniquement, c'est hyper simple. Il y a ça. Votre client, c'est le dirigeant, c'est pas l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, il y a les salariés et il y a la gestion. C'est le dirigeant, il peut avoir plusieurs entreprises. Des fois, il a un salaire de dirigeant. Enfin, voilà, il faut vraiment ouvrir les chakras au-delà de la paye. Je vais plus loin. Il y a les assureurs dans la boucle. C'est sympa, les assureurs, on récupère les fiches paramétrage. OK, ben, quand un salarié dit je suis un enfant, mutuelle famille, il prévient qui? Il ne va pas prévenir l'expert comptable. Le dirigeant, il le sait parce qu'il y a un pot, il amène les croissants, voilà, c'est sympa. Mais il prévient en priorité son assureur pour passer en mutuelle famille. Bon, ben, il y a des assureurs qui, ça commence à venir, c'est un peu plus long parce que c'est des gros systèmes. Voilà, il y a des assureurs qui vont pouvoir partager l'info en temps direct avec le produit de paye. Voilà. Donc en fait, il y a une interaction, la paye et la RH, c'est sympa. Voilà. Mais il y a un système, en fait, l'écosystème est 100% global. Voilà. Tout le monde doit discuter avec tout le monde, prendre des infos pour amener de la valeur partout. Et ça vous fait des nouvelles missions grâce à la paye, mais qui peuvent être des missions de data visual, des choses que vous faites déjà, vous êtes super bon de conseils, de prévisionnel ou autre. C'est l'importance de croiser les infos entre paye et RH, mais entre compta et paye aussi, ce qui est peut-être trop cloisonné et dans les cabinets à l'heure institutions actuelle. et voilà, tout. Et entre l'écosystème. Tout ce qu'on peut. Après, je suis assez frappé depuis le début par le parallèle qu'on peut faire entre les social RH et compta et tous les sujets sur la facture électronique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les questions-réponses, mais tout se transpose, j'ai l'impression, que ce soit sur, tu parlais de pré-paye par rapport à la pré-compta, on a parlé d'organisation des flux, d'automatisation, enfin, j'ai l'impression qu'on peut vraiment tout transposer d'un l'un à l'autre. Et s'il y a des discours très clairs sur la partie facture électronique qui se multiplient, effectivement, je suis ravi de cet échange pour le coup, je donne mon point de vue très personnel, mais parce que ça permet d'avoir aussi un discours structuré sur comment on fait sur le social, et on entend beaucoup moins que sur la partie compta fiscale, je trouve. Ouais, Donc, le social est un peu en retard. Hein. Il y a eu, ça a été mangé par la DSN, oui, voilà, mais il y a les qui mêmes devait être problématiques. super simple, ça a mis des années et des années, la facture électronique, on en parlait déjà, la DASU, ça avait pris du retard, enfin... Voilà, il y a les mêmes enjeux, en fait. Il y a les mêmes enjeux, mais ça arrive. Et puis la techno le permet aussi de plus en plus. Il y a même des enjeux de concurrence, tous les sujets sont les mêmes. Exactement, oui, tout à fait. Ce qui pose donc la question d'après, c'est celle qu'on s'est posée aussi sur la première table ronde, c'est l'impact sur les collaborateurs, parce que on peut être convaincu par l'importance de mieux communiquer, de faire des choses par ta méthode, Sébastien, de se dire je planifie. Après, j'ai une réalité de cabinet, j'ai des collaborateurs au sein de mon cabinet, je peux pas recruter 3 nouveaux collaborateurs du jour au lendemain, puisqu'il y a une contrainte sur le marché de l'emploi. Donc concrètement, comment est-ce que je fais ça, comment je l'organise, et déjà peut-être au niveau paye et RH. Comment est-ce que tu vois les choses en termes d'organisation? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Moi, je vais revenir sur des exemples simples. Avant, les cuisinistes, ils ne vendaient pas d'électroménager. Maintenant, ils en vendent tous. Avant, les boulangers, ils ne vendaient pas de sandwich. Maintenant, ils en vendent tous. C'est-à-dire qu'il y a dans la mutation des métiers, quels que soient les différents métiers, il y a vraiment besoin d'élargir son offre et du coup de proposer plus de valeur et ses sources de revenus. Vous avez aujourd'hui des boulangeries qui font plus de sandwichs que de pain. Donc, sans minimiser votre métier, ça veut dire que vous aussi, vous devez proposer plus de produits, plus de valeur, et vous devez quelque part organiser votre équipe. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas au gestionnaire de paye qui est déjà sous l'eau de forcément reprendre à sa charge ce développement commercial de SIRH. J'entends parler de pré-paye et de SIRH. Pour moi, c'est pas la même chose. En fait, il y a ce que moi je vais appeler des portails et des SIRH. Un portail, je lui demande de fonctionner directement sans paramétrage et j'ai pas à le déployer. J'ai pas de conseils à faire, ça marche, il y a des CP, il y a des RTT, des TRAI, et ça marche direct. Ça, j'y crois, et je pense que les logiciels de paye devraient proposer ça. Ils le proposent, hein, j'ai rien inventé. Mais côté, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, un gestion de paye, il peut gérer des portails SIRH sans problème. Si aujourd'hui, vous voulez vendre du SIRH pour garder votre paye, garder votre compta in fine, pour moi, malgré tout, il faut constituer une équipe projet SIRH, et avec des consultants SIRH qui, eux, vont vendre cette prestation
pour gérer le SIRH, mais dans le sens conseil en interne. Si vous donnez cette charge-là au gestionnaire de paye, il est déjà sous l'eau. Et vous avez déjà du mal à comment dire, à le stabiliser, parce que peut-être qu'il y a de la concurrence, etc. Puis c'est pas le même métier. C'est-à-dire qu'en fait, le métier de paye, c'est un métier d'expertise. C'est un métier technique où en fait on parle des super users. Les super users, c'est des gens qui sont formés. Et pour être formé sur la paye, ça peut prendre 10 ans, 2 ans, vous faire un stage de 6 mois. Le SIRH, on est plus dans le conseil, on est plus dans la compréhension du besoin, on est plus dans du consulting. C'est quel est votre besoin, qu'est-ce que vous voulez faire. La gestion des entretiens, c'est pas la gestion des congés, et la gestion des congés, c'est pas la gestion des cotisations. Donc il y a cette dimension de conseil qui peut être rémunératrice. Moi, je plébiscite et j'encourage les cabinets de comptables à créer des pôles conseil SIRH. Et ça marche, enfin, ça commence, hein. C'est déjà le début. Il y a déjà des cabinets, des gros comme Baker Tilly qui ont créé des pôles et ils vont le faire. Ça pose notre question, c'est la capacité des petits cabinets à pouvoir faire ça, parce que j'ai un gestionnaire de paye. Comment je fais pour avoir 1,2 gestionnaire de paye, sachant qu'il y en a un qui doit faire du SIRH. Ah ben non, on m'a dit qu'il ne fallait pas qu'il fasse du SIRH. Donc je rembauche directement un consultant SIRH. Donc c'est ça, pour moi, le plus gros frein aujourd'hui, c'est sur les petites structures. Sur les structures qui sont plus importantes, je veux dire, c'est pas normal que vous n'ayez pas de consultant SIRH qui ne fasse que ça et qui permettra en plus d'aller chercher de la valeur, de chercher des prestations que vous allez pouvoir vendre. Donc sur les grosses structures, le conseil c'est d'embaucher, de structurer un service dédié parce que c'est une autre problématique. Sur des petits cabinets qui n'ont pas les moyens de faire ça, comment tu te lances dans ce type de mission? Ils externalisent. Ils font appel à des consultants externes qui vont prendre à leur charge ces missions, et là à ce moment-là ils vont pouvoir acheter 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ou alors ils appliquent ma méthode, ils ont de la croissance, à ce moment-là ils peuvent embaucher. Okay. Donc non, mais c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue aussi autour de la table et d'avoir plusieurs approches. Fouad, moi, je voulais t'interroger sur le gestionnaire de paye actuel. Si je suis, donc là j'ai une approche qui est de me dire tu vas recruter des profils consulting et pour vraiment te spécialiser avec un pôle là. Si je veux parler de tout ça moi à mes collaborateurs actuels, parce que je choisis cette approche, qu'est-ce que tu constates toi de ton point de vue, quels sont les principaux freins, et la même question que tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut les lever? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que nous, on a la particularité en tant qu'éditeur SIRH d'accompagner les cabinets d'expertise comptable dans leur stratégie de déploiement. Donc on ne fait pas que fournir le logiciel et leur dire voilà, vous avez un logiciel, débrouillez-vous. On va aller beaucoup plus loin, on va les conseiller sur la stratégie de déploiement. C'est vrai qu'elle va être différente selon la taille du cabinet, mais même des cabinets de même taille vont aussi avoir une stratégie différente en termes d'organisation interne. Mais en tout cas, ce que je constate très souvent, notamment sur les petits cabinets, c'est que la première approche, souvent, n'est pas la bonne. C'est-à-dire que c'est l'associé qui va aller sélectionner le SIRH et qui va aller l'imposer au gestionnaire de paye. Et ça, dans la majorité des cas, même si c'était le bon logiciel, en fait, ça ne va pas passer. Parce que la gestionnaire de paye va être un peu frustrée, va constater qu'elle n'a pas été consultée et elle va être réfractaire. Et si la gestionnaire de paye est réfractaire, la mise en place du SIRH est plus difficile et plus longue. Donc je pense que le premier conseil, si je peux me permettre d'en donner un, c'est, même si on ne laisse pas forcément la décision aux gestionnaires de paye en interne, c'est de les consulter et c'est d'expliquer pourquoi vous pensez que tel SIRH est plus pertinent pour votre organisation que tel autre SIRH. Ça, c'est la base, c'est l'inclusion des gestionnaires de paye dans la décision. Le deuxième, c'est vrai que de mon point de vue, le facteur plus important, c'est aussi le choix du SIRH. Est-ce que vous partez sur un fournisseur de logiciels ou est-ce que vous avez un accompagnement? Et tout dépend aussi de la typologie de vos salariés en interne. Si j'ai des experts SIRH en interne, je n'ai pas forcément besoin d'avoir un accompagnement renforcé. Si j'ai des gestionnaires de paye qui faisaient que la paye, là, je vais avoir besoin effectivement d'un accompagnement sur la stratégie, etc. Et on a beaucoup essuyé les plats chez Stafengo, c'est-à-dire que, des exemples concrets, nous, à l'origine, quand on accompagnait un cabinet, c'était une demi-journée de formation. Et on s'arrêtait là. Les retours, c'est trop court. On est monté à une journée de formation. Le retour, c'était cette fois-ci, c'est trop théorique. On n'a pas pratiqué. Et on s'est rendu compte que le déploiement était très long et que ça avançait pas vite. Et on allait encore plus loin. On a eu ces sessions aussi sur l'accompagnement, sur la stratégie de déploiement pour mieux comprendre, c'est ce que tu disais Sébastien, les besoins du cabinet, sa stratégie, etc. et les orienter également sur la stratégie. Mais le gros différenciateur, ça a été les mises en place sur les 3 premiers clients.
on est allé accompagner les cabinets, donc les gestionnaires de paye, sur la mise en place des 3 premiers dossiers qu'elles ont elles-mêmes sélectionnés. Et là, bingo, on s'est rendu compte qu'on a eu plus de 80% des cabinets qui étaient autonomes sur le déploiement de la partie, je dirais, pré-paye, donc qui est simple à implémenter, qui ne nécessite pas énormément de paramétrage. Par contre, dès qu'on arrive sur le SIRH pour des PME, là, même sur des outils de congé qui font plus partie de la pré-paye de ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même un niveau de paramétrage qui est important. Est-ce qu'on a 1 ou 2 niveaux d'approbation? Qui valide en deuxième? Est-ce qu'on inclut le télétravail dans le planning, etc. Donc il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Et c'est vrai que là, c'est toujours intéressant aussi de pouvoir avoir un référent. D'habitude, il y a un référent paye dans les cabinets qui ne sont pas forcément très grands non plus. On commence déjà à avoir des référents paye. Et c'est souvent ce référent paye qui va prendre le lead. Mais je dirais que dans le choix du cabinet, d'ailleurs, je vois qu'il y a Marc Marin, qui est du collectif des payeurs dans la salle, qui a fait un très bon exercice la semaine dernière, où il a comparé 4 éditeurs SIRH sur 120 critères différents, donc c'était un travail énorme. Et c'est vrai que ça permet aussi de mettre en avant comment on peut choisir le SIRH, quels sont les critères. Ce n'est pas que des critères techniques, parce que les gestionnaires de paye vont surtout se focaliser sur les fonctionnalités, mais c'est également des critères en termes d'accompagnement. Est-ce que le SIRH s'adapte à la TPE comme à la PME? Est-ce que le SIRH sera adopté par le client du fait du coût du SIRH? C'est aussi une vraie question. On peut avoir la Rolls-Royce, mais si on sait que le client n'est pas à même de payer autant pour cette solution, bah, au final, on ne pourra pas la déployer. Et donc, tous ces critères sont extrêmement importants. Et une fois qu'on a effectivement eu la possibilité d'échanger avec les gestionnaires de paye, de leur expliquer pourquoi on pense que c'est ce logiciel qui est pertinent, et de pouvoir ensuite le connecter en fonction des dossiers. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ce sera peut-être Stafengo sur tel ou tel dossier, et ce sera peut-être un autre logiciel sur tel autre dossier, parce que là, il y a peut-être un niveau de complexité, ou en tout cas une profondeur fonctionnelle, qui est beaucoup plus importante sur ce cabinet. Pour rebondir sur ce que disait Sébastien, quand tu disais le gestionnaire de paye, il est sous l'eau. Quand je vais aller voir mon gestionnaire de paye et lui dire, bon, bonne nouvelle, on va travailler sur plein d'autres missions, et voilà. Est-ce que tu constates pas un frein énorme, un rejet du collaborateur qui va dire, non mais moi déjà, j'y arrive pas. Oui. Comment je vais faire ce truc-là, et du coup qui freine? Est-ce que tu le constates, et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Oui, c'est vrai qu'il y a des freins. Tout dépend encore de l'organisation du cabinet. Il y a certains cabinets qui vont avoir vraiment des référents paye ou autres qui sont vraiment très dans l'optique digitale et qui vont adorer. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le ROI au niveau de certains des modules des SIRH est quasi immédiat. Déployer un module de congé chez un client, une TPE, ça se fait très rapidement. Et le ROI est immédiat parce qu'on n'a plus à saisir les variables de paye directement dans le logiciel de paye. Et en fait, il faut aller chercher les quick wins au début pour dégager de la capacité chez les gestionnaires de paye pour qu'ils puissent ensuite travailler plus sur des activités de consulting, sur des dossiers plus compliqués. Ok, non, mais ça aussi, conseil très concret, donc pas forcément de démarrer avec le très haut, commencer par faire gagner un peu de temps et montrer ça. Sébastien, je crois que je voulais dire quelque chose. Ouais, et après, c'est une question de proposition de valeur. On retourne le problème. Qu'est-ce que ça coûte à votre client de ne pas avoir de SIRH? Et moi, ce sont des petits clients, moins de 10, moins de 20. Et j'arrive à prouver assez facilement qu'il y a beaucoup de congés qui passent à l'as. Qui passent à l'as, ça veut dire quoi? Qu'ils ne partiront jamais dans la paye. Et c'est hallucinant. C'est les chiffres. Je n'ai pas de stats dessus, mais c'est régulièrement quand les erreurs ne sont pas plus grosses. Genre un client qui était en jour ouvrable, donc samedi inclus, ne travaillait pas en jour ouvrable. Et du coup, les personnes avaient 30 jours de congé par an au lieu de 25. Donc c'est 5 jours par personne sur 10, 50 jours. Enfin, c'est énorme. Oui, alors qu'on a tendance à toujours voir le coût du produit à la fin, mais Non, c'est le coût de ne pas l'avoir. Moi, j'avoue que quand j'ai un client qui me dit oui, c'est un problème de coût, c'est un mauvais signal qu'il m'envoie, parce qu'en fait, je me dis, il n'a pas compris. Il n'a pas compris tout ce qu'il pouvait gagner à être organisé. Et la base d'organisation de ces congés, c'est que ça soit organisé, planifié, ça, c'est mon truc. Mais il y gagne. S'il ne gagne pas, je me dis, partout ailleurs, au niveau de sa compta, au niveau de ses autres flux, ça doit être pareil. Et après, ça dépend du mindset, de la mentalité du dirigeant, qui est peut-être plus un commercial, qui veut un bon CRM et qui veut avoir du pipe, et qui, pour lui, l'organisation, c'est pas important. Ça arrive. Moi, j'ai des dirigeants, même de sociétés de vin, je les vois jamais. Parce que c'est pas important pour eux, c'est pas pour eux. Ou alors, j'ai un pur opérationnel qui, lui, je sais pas, il est dans le bâtiment, lui, ce qui l'éclate, c'est de faire des beaux bâtiments. Et le SIRH, là-dedans, pour lui, c'est secondaire.
D'où l'importance de prendre ce recul que tu disais au début, de cartographier, de segmenter pour pas se et tromper. finalement, dans ces structures-là qui sont vos clients, où la personne pour qui le SIRH c'est pas important, il faut dire, je vais vous expliquer, le SIRH c'est important, parce que déjà vous perdez de l'argent sans le savoir, et deux, ça va vous coûter de l'argent, mais ça va vous en rapporter. Et sur cette partie conseil, comme disait Fouad, soit c'est porté par l'éditeur qui a un service d'externalisation, soit c'est un consultant externe, soit c'est le cabinet qui peut proposer ça. Et si vous proposez ça, vous proposez toute une chaîne de valeur. Et regardez les grands cabinets de conseil. Je pense à Arthur Andersen, qui n'existe plus, mais c'est comme ça qu'ils ont commencé, c'est en étendant leur offre, et c'est une capacité de croissance et de rentabilité énorme. Ok, merci. Rémi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, j'ajoute une chose. Appuyez-vous sur vos institutions, le Conseil national, les syndicats, les groupements réseau. En ce moment, il y a énormément de groupes de travail, de formation justement sur tout ça, pour savoir s'organiser et savoir produire aussi certaines missions. Voilà, on n'est que éditeur, donc je sors un peu de mon boulot, mais voilà, les institutions au sens large font un boulot de dingue. Vous avez de la chance d'avoir une profession comme ça, allez-y. Voilà, suivez des formations, envoyez des collaborateurs qui ont envie, et c'est top. Après, ils utiliseront plein d'outils SIRH, même pour les petits clients. Merci Rémi. Écoutez, moi je vous propose le niveau timing, je fais une petite récap et après on passe à la séance de questions-réponses. Ce qu'on s'est dit là sur cette deuxième table ronde, les nouvelles missions, pourquoi y aller déjà? C'est la première question qu'on s'était posée. Encore une fois, je trouve que l'angle était intéressant. Évidemment, il y a de la croissance à faire, on l'a bien compris, mais il y a aussi un enjeu de sécurisation et de fidélisation des dossiers qu'on a déjà, que ce soit parce qu'il y a un risque qu'ils aillent vers d'autres acteurs qui leur apportent ce genre de service, ou avec la croissance, qu'ils aient des besoins que le cabinet ne soit pas capable de satisfaire. Sur le comment, je retiens l'importance de planifier, de prendre du recul et de ne pas forcément se lancer tête baissée, et surtout pas en allant chercher un outil et en le mettant dans les mains des collaborateurs. Développer la communication entre les services, c'est important, ça aussi ce que tu disais Rémi. Compta social, mettre à dispo des infos pour ne pas louper des opportunités, voilà, juridiques bien sûr. Les missions à développer, on a parlé donc du terme de prépay ou encore une fois les flux, fluidifier la relation, avec l'idée que ça en soi, ça peut être quelque chose de facturable parce qu'on fait gagner du temps au client final. D'autres missions, on a parlé des entretiens, on est allé jusqu'au consulting de haut niveau avec des pistes pour le mettre en place des conseils pour le mettre en place de façon pratique. Donc je répète, ne pas aller chercher l'outil magique sur le congrès et le déployer sans en avoir parlé aux collaborateurs, les concerter en amont, leur expliquer, ça rejoint ce qu'on a dit sur la première table ronde, c'est-à-dire gagner du temps, mais expliquer pourquoi on va gagner du temps et qu'est-ce qu'on compte faire de ça auprès des clients. Voilà, sur la structuration et quelques éléments de discours aussi à tenir avec le client.